Écoute, merci d'être là. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Nous sommes en direct entre ça sur une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Et donc c'est moi qui suis un petit peu fort. Ah, alors je vais me baisser un petit peu. Vous me dites. Là j'ai baissé un petit peu. Un tout petit peu. Les autres, vous dites que c'est Poutou. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bon alors, Estonie, je te présente quand même, même si je pense qu'il y a des gens qui te connaissent là dans le chat. Donc t'as une chaîne YouTube qui parle d'histoire. C'est un des formats assez podcast en fait, assez long. Ouais. Toi, tu as une formation universitaire d'historien, donc, enfin en histoire. Ouais. Et donc voilà, tu as fait toute une série sur la Révolution française notamment, mais pas que. Mais pas que. Et donc je vous invite à aller voir ça, ceux qui connaissent pas. A priori, il y en a qui connaissent quand même. Et là, tu as sorti donc une vidéo. Je sais plus comment tu l'as titrée d'ailleurs. Histoire, mémoire et politique sont-elles compatibles? Je crois que c'est le titre précis. Voilà. Ok, et du coup, je voulais en discuter avec toi un petit peu, qui nous explique, parce que ça m'a vachement parlé, je trouve ça très très intéressant. Et j'ai noté pas mal de trucs sur lesquels on pourrait revenir. En plus, tu es comme moi, tu es du Limousin, de cette glorieuse terre Bien sûr. limousine, De Limoges. de Limoges. Tu es de Limoges même? Enfin, je suis né à Tulle, mais j'y ai jamais remis les pieds depuis. Par contre, j'ai vécu pas mal à Limoges. Ouais. Et tu étais à la fac de Limoges. J'ai été à la fac de Limoges. J'y ai appris plein de choses. Ah ouais. Est-ce que tu y étais pendant le CPE? Non, moi je suis arrivé juste après. J'étais encore au lycée Limousin pendant le CPE. Ah, J'ai d'accord. bloqué l'accès piscine du lycée Limousin un matin. Et 3 semaines après, il y avait un staphylocoque doré et la piscine a été fermée pendant un mois. Donc ça a été un blocage fructueux. Ok. T'as dû voir des camarades à moi à ce moment-là à Limousin. Très Je pense probable, ouais. voilà. Bon, on reparlera de militantisme justement et de et de mobilisation de la mémoire. Parce qu'il y a une partie de ta vidéo où tu reviens justement sur l'utilisation par on va dire Ouais. le camp progressiste de ça. Comment résumer un petit peu ta vidéo? Je vais tu vas me dire si j'en dis des bêtises. Ouais. En gros le point de départ de ta vidéo, c'est d'interroger les rapports entre l'histoire en tant que science et les enjeux de mémoire, donc de mobilisation en gros de l'histoire pour des enjeux mémoriels, et notamment des récupérations politiques ou le roman national, ce genre de choses. Je dis pas de bêtises. Ouais, pour l'instant, tout est bon. Ok. Attends, les paramètres sont soit en auto, soit en 1080p. Ah! Ah bon, vous avez pas moins? C'est pas normal, vous devriez pouvoir avoir moins. Vous me dites le chat. Et donc, ce que tu dis, toi, tu fais vraiment la distinction entre la discipline scientifique historique Oui. Et la mémoire, oui. et la mémoire. Est-ce que tu peux nous expliquer la distinction? Et les gens, dites-moi si les alertes sont trop fortes aussi. Normalement, je les ai baissées, mais... Alors, pour essayer d'expliquer ça, en fait, déjà, il faut revenir à ce que c'est que l'histoire. L'histoire, c'est vraiment, là, tel que je l'entends, c'est la discipline historique scientifique, c'est-à-dire pas juste le fait de raconter le passé, mais le fait de réfléchir sur comment on le raconte, d'où on tire ce qu'on raconte, quelles sont les sources, comment on les confronte les unes aux autres, parce qu'évidemment personne n'a la version définitive, hein, sinon ce serait trop facile. Et donc c'est vraiment toute cette réflexion-là, l'histoire scientifique, c'est une controverse, c'est quelque chose qui évolue toujours. Pour aider les Alors dirigeants ça évolue d'aujourd'hui à pas parce qu'on interroger le remet monde tout de en demain, cause d'un on coup, a interrogé ceux personne qui va feront débarquer demain en et disant qui la sont Révolution encore française n'a jeunes jamais eu lieu aujourd'hui. par exemple, ce serait complètement con, même si bon il y en a qui croient que le Moyen-Âge n'a pas existé, c'est C'est vrai, quand même, ouais. on va pas parler de cela. Par contre, en histoire, il y a toujours des gens qui vont redébattre sur l'usage de tel ou tel mot. Par exemple, est-ce que pour ce qui s'est passé en Vendée pendant la Révolution, il faut parler de génocide ou pas, ce genre de choses. Là, il va y avoir du débat historique. Et donc, c'est une discipline scientifique, on débat. Et ensuite, la mémoire, c'est plutôt ce qu'on choisit collectivement, on va dire, de retenir de l'histoire. Ce qu'on choisit de retenir comme symbole, par exemple. Typiquement, tu parlais du roman national, c'est une forme de mémoire, c'est-à-dire on choisit ce que doit être la mémoire de la France en tant que communauté unie. Donc on voit déjà tout de suite à qui ça peut servir plutôt le roman national, mais il peut y avoir d'autres formes de mémoire. Et là où les deux peuvent se confronter, c'est quand le pouvoir décide d'écrire d'une certaine manière des lois qui régentent un petit peu comment on écrit l'histoire. Il y a ce qu'on appelle les lois mémorielles. Alors, les Ouais. premières lois mémorielles ont été très consensuelles.
C'est-à-dire que c'était les lois qui disaient qu'on n'a pas le droit de nier la Shoah, par exemple, ce genre de choses. Ce qui est tout à fait logique, parce qu'en fait, de toute façon, pas un historien sérieux ne va remettre en cause la Shoah. Donc, c'est des lois, finalement, qui ne nous gênent pas en tant qu'historiens. Ouais. Le souci, c'est quand ensuite le politique essaie de s'aventurer sur des sujets qui sont beaucoup moins consensuels pour les historiens. Typiquement, je parlais tout à l'heure du génocide vendéen, la théorie du génocide vendéen qui est très chère à l'extrême droite, à des gens comme Philippe de Villiers. Mais le problème, c'est qu'aucun historien sérieux de la Révolution n'utilise ce terme. On va parler de crimes de guerre, on peut parler même, pourquoi pas, de crimes contre l'humanité. Mais génocide, le mot a un sens particulier, c'est-à-dire l'extermination d'un peuple parce qu'il est un peuple. C'est pas le cas de la Vendée à l'époque révolutionnaire. Il n'y a pas de volonté d'extermination de tous les Vendéens et ainsi de suite. Donc il y a moyen au moins de débattre de la question. Or, par exemple, à plusieurs reprises, la droite a essayé de faire passer une loi pour interdire la négation du génocide vendéen, ce qui empêcherait tous les historiens de la Révolution de faire leur travail. Ok, d'accord. Et il y a eu la loi aussi en sens inverse, c'était sous Chirac, qui voulait inciter les historiens à travailler sur le rôle positif, les aspects positifs de la colonisation française. Donc là aussi, ça peut être une forme de mémoire, et avec les dangers que ça représente pour les historiens qui ne raisonnent pas en termes de positif ou de négatif. On raisonne en termes de conséquences. Oui, il n'y a pas de jugement moral dans le travail d'historien. En tout cas, pas pendant qu'on fait ce travail-là. C'est-à-dire que moi, personnellement, en tant qu'Estonie, évidemment, j'ai un jugement moral sur la colonisation, j'ai un jugement moral sur le nazisme. Par contre, Oui. quand on veut le comprendre et l'expliquer, il faut suspendre ce jugement moral le temps d'établir cette explication. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on va revenir pas mal ce soir. Mais il faut réussir à suspendre ce jugement le temps de pouvoir fournir une explication solide. C'est Emmanuel Valls qui avait dit expliquer, c'est déjà excuser. Sarkozy, avant ça, avait dit quand on veut expliquer l'inexplicable, on excuse l'inexcusable. Bon, de la même manière que essayer d'expliquer sociologiquement et ainsi de suite le terrorisme, c'est une œuvre importante, c'est un travail important de sociologue, de plein de choses. Ça ne veut pas dire pour autant, quand on commence à expliquer le terrorisme par ses facteurs sociaux et par tout un tas de choses, qu'on excuse ou qu'on accepte même, ou qu'on n'est pas horrifié par ces événements. On peut être tout à fait horrifié par ces événements, voire en avoir été victime et malgré tout adhérer à ces explications-là. Ouais, ça c'est un truc qui est intéressant dans... Ouais, ce que tu dis dans ta vidéo qui est intéressant là-dessus, c'est que justement, à la limite, le fait justement, la démarche d'essayer de comprendre les mécanismes qui mènent à ça, c'est plus constructif, y compris pour éviter que ça se reproduise et pour combattre ces trucs-là. Pour moi, c'est même un petit peu crucial, c'est-à-dire que trop souvent, on a tendance à vouloir créer des figures du monstre. Je parlais des terroristes, c'est très clair, c'est-à-dire il faut absolument qu'ils soient fous et qu'ils soient monstrueux, qu'ils soient exclus de la communauté des êtres humains normaux. Et c'est la même chose pour les nazis, par exemple. Les nazis, souvent, quand on entend certains en parler, c'est un peu comme si c'était un truc qui était sorti de nulle part, ou des enfers en 1933, puis qui était retourné en 1945, et puis voilà, il n'y a pas de lien avec ce qu'il y avait avant, ni avec ce qu'il y a après. Ouais. Ce serait une espèce de truc fulgurant, quoi, quelque chose de bizarre. Et les gens sont devenus fous, et on ne sait pas ce qui s'est passé. Les nazis étaient des fous, des sadiques, ou des imbéciles. Or, le souci, c'est que non, quand on étudie qui sont les cadres de la pensée nazie, qui créent toute cette pensée-là, ce sont des universitaires, ce sont des juristes, ce sont des gens qui vivent dans l'Allemagne des années 30, qui est quand même le pays le plus éduqué sûrement au monde à l'époque, un havre scientifique et ainsi de suite, un pays qui a une grande culture, qui n'est pas forcément d'ailleurs totalement, qui n'est pas forcément prédisposé à ce genre de haine. Et pourtant, ça émerge vite, ça prend vite, et on aboutit quelques années plus tard à un génocide de plusieurs millions de personnes. Donc là aussi, ou bien on croit que c'est juste des fous, et le problème c'est que des fous, les monstres, c'est ni vous, ni les gens que vous connaissez. Oui. C'est forcément des gens beaucoup plus éloignés. Ouais, c'est les nazis dans les films qui ont l'air super méchants. Et qui en sont presque ridicules d'ailleurs, la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est les Hitler ridicules de la plupart des films, en tout cas tellement hurlants, tellement gesticulants qu'ils en deviennent complètement ridicules, ce ne sont pas des Hitler auxquels on croit, ou alors on y croit si on est naïf. Par contre,
Pour moi, le Hitler de la chute, ce film de 2004 qui a fait beaucoup de débats, Mhm. ce film où on suit du coup Hitler dans ses derniers jours dans son bunker, et c'est un Hitler qui est gentil avec son chien et tout ça, qui d'un autre côté assume complètement le génocide, assume complètement que l'Allemagne peut crever après lui, il s'en fout. Mais malgré tout, tous ces nazis qui sont réunis dans ce bunker, qui flippent parce qu'ils vont pas tarder à crever, ils sont terriblement humains, Mhm. au point qu'on peut presque se prendre par moments d'empathie pour eux. Avant de se dire merde, ce sont les gens qui ont décidé de ce génocide-là. Mais justement parce qu'ils sont humains, je pense qu'ils sont beaucoup plus effrayants, parce qu'ils sont réels. Parce que les nazis, c'est des gens qui auraient pu être vos voisins, vos parents, voire vous, en fait. On n'est pas immunisé contre ce genre de truc, et je pense même que croire qu'on est immunisé contre ce genre de dérive, c'est la pire faillite possible. Il suffit de voir d'ailleurs comment en France, dans les années 30 et 40, certains ont pu passer du communisme le plus radical Ouais, type au Dorio, des mecs comme fasciste. ça. Voilà, des gens comme Doriot. Et là où bien on peut croire qu'ils sont devenus fous, qu'ils ont été rachetés, ou bien on peut croire que leur démarche avait une logique qui leur parlait. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous faire peur, beaucoup plus. Et je pense qu'il faut aborder les choses aussi comme ça, en essayant de comprendre. Et là, on est obligé de suspendre son jugement le temps de comprendre ça. Qu'est-ce qui fait justement qu'un Dorio, ça peut exister un mec qui passe comme ça, de l'extrême gauche à l'extrême droite la plus dure? Ouais, ouais. Et ça, c'est quelque chose d'important comme travail à faire, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile, justement, parce qu'on a peur aussi de se laisser embarquer. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je pense au génial historien du nazisme, Johann Chapoutot, qui a écrit beaucoup, beaucoup sur tout. En fait, lui a beaucoup écrit sur comment comprendre la pensée nazie, comment comprendre comment fonctionnent les nazis, comment ils raisonnent, comment ils voient le monde, et ainsi de suite. Et c'est des bouquins qui ne sont pas du tout une adhésion au nazisme, hein. Ils sont au contraire récompensés par des prix sur la mémoire de la Shoah, et ainsi de suite. Ouais, ça c'est C'est un travail intéressant ce que fondateur. tu dis dans la vidéo sur le fait que, enfin de la part des gens qui gèrent des institutions pour la mémoire de la Shoah, etc., priment aussi des livres de gens qui essaient de comprendre les mécanismes du nazisme Ah, et que bien du coup sûr, on bien sûr. pourrait leur faire une valse en leur disant mais quoi, essayez de comprendre les nazis, mais vous avez de Et la oui, mais sympathie pour eux. c'est au contraire, là, bah, justement, le fait que ça vienne de ces musées, musées, par exemple, de mémoriaux en Israël ou ce genre de choses, fait que eux, on peut pas les soupçonner justement de complaisance avec les antisémites, avec les nazis. Et donc, ça rend d'autant plus fort, je pense, la démarche et l'idée. C'est-à-dire que oui, c'est important. Parce que c'est ce qui permet de comprendre que ces idéologies-là, elles sont pas complètement hors sol, elles sont pas le fait de fous. Mais de la même manière que croire que par exemple le violeur c'est forcément un monsieur méchant avec un couteau, alors que dans la grande majorité des cas le violeur c'est un gars qui a insisté avec sa copine jusqu'à ce qu'elle lui dise bon d'accord alors qu'elle en a pas du tout envie. Forcément dans le premier cas le monsieur avec un couteau ça peut pas être toi, ça peut pas être moi, ça peut pas être nos potes. Donc ça nous arrange de voir cette vision-là. Alors que le monsieur qui insiste beaucoup, là, ça peut tout à fait être ton pote. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué d'aborder comme ça. Parce que c'est ça aussi le danger, c'est quand tu te rends compte que tu peux comprendre ce qui pousse quelqu'un à agir d'une certaine manière, ou que tu peux beaucoup plus facilement t'associer à cette idée, bah, tu te rends compte qu'effectivement, tu es aussi capable d'horreur et qu'il faut toujours faire gaffe à nos comportements, à nos positionnements, et ainsi de suite. Parce que c'est aussi ça la grande leçon moi, que je tire par exemple des écrits de Chapoutot sur le nazisme, c'est qu'il montre bien comment les nazis ont réussi à faire tout un discours pour profiter de l'état d'esprit des Allemands de l'époque, des Allemands qui se sentent à juste titre victimisés par exemple par le traité de Versailles, hein. Ils ont perdu pas mal de territoires, il y a des populations allemandes qui n'ont pas la vie facile, hein, en République tchèque, en Pologne, et ce genre de choses. Et il saute sur cette idée-là, cette souffrance légitime, sur le fait que les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale sans qu'un seul soldat étranger ait vraiment mis les pieds sur leur territoire pendant les combats. C'est-à-dire que eux, ils ne comprennent pas le 11 novembre, ils pensent que ça va être une paix, une sorte de match nul quoi pour eux, parce que finalement, eux, ils ont
ils ont défoncé tout le monde à l'est, personne n'a réussi à rentrer chez eux à l'ouest, et à la fin ils se retrouvent avec un territoire qui perd une bonne partie de sa superficie, une humiliation totale, et ils ont perdu plusieurs millions d'habitants, plusieurs millions d'hommes pour rien du coup. Pour rien, ils se battaient, comme dit Chapoutot, ils se battaient pour Dieu, pour le Kaiser et pour la patrie, et à la fin il n'y a plus de Kaiser, la patrie est en morceaux, et Dieu, les gens, on est au début du XXe siècle, et les gens y croient de moins en moins. Donc il faut se rattacher à autre chose. Et quand vous avez quelqu'un ensuite qui débarque, tout un tas de gens qui débarquent et qui déjà sur la base d'idées qui sont tout à fait enracinées, c'est-à-dire les croyances dans les races, elles sont enracinées à l'époque en Allemagne, mais elles le sont partout en fait. En France, elles le sont tout autant. Qu'est-ce qui justifie la colonisation? C'est la croyance dans les races et dans leur hiérarchie. Aux États-Unis, qu'est-ce qui justifie la ségrégation? C'est la même chose. Donc ça, c'est un fond culturel commun, il n'y a pas d'exception allemande. Et pareil, la vision très darwiniste, très darwiniste sociale notamment, les plus forts survivent et les plus faibles, et ben on s'en débarrasse. Finalement, c'est pas quelque chose qui est spécifique à l'Allemagne. Quand les nazis commencent à décider que finalement il faut peut-être commencer à tuer les handicapés parce que ils coûtent de l'argent, qu'ils prennent de la place, ainsi de suite. Est-ce qu'on en est si éloigné, même encore aujourd'hui, de cette pensée-là? Il suffit de voir les réactions quand on a un article de presse très compatissant sur des parents qui ont tué leur gamin handicapé parce que vraiment c'était trop dur à gérer, on ne s'est pas forcément si éloigné de ces conceptions-là. Et donc, finalement, on est vraiment dans un truc qui s'inscrit dans un cadre de pensée qui n'est pas si déconnecté du reste du monde à l'époque. Et il saute ensuite sur les croyances qui peuvent permettre de fédérer, c'est-à-dire l'idée que les Allemands sont des victimes de longue date de la situation internationale, c'est pas trop compliqué à expliquer. Et alors après, on peut essayer de trouver une explication compliquée. Le problème, c'est que les gens n'adhèrent pas aux explications compliquées. C'est trop compliqué à développer. Par contre, leur dire c'est de la faute aux juifs, c'est beaucoup plus facile. Et quand les nazis disent c'est de la faute aux juifs, ils ne se contentent pas d'un simple c'est de la faute aux juifs. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques, il y a des théoriciens qui réfléchissent beaucoup plus amplement, qui commencent à réfléchir pour que ce soit un discours qui ne soit pas juste un discours primaire, haineux, mais qui soit un discours qui ait l'air d'avoir un fond. Par exemple, certains historiens allemands de l'époque adhèrent à la théorie comme quoi les Grecs anciens, en fait, ce seraient des Germains. Ce seraient les meilleurs des Germains qui seraient descendus s'installer en Grèce, et qui auraient construit ces merveilles que sont le Parthénon et tout ça. Et après, il y aurait ces salauds de juifs et de chrétiens, mais les chrétiens sont juste des juifs un peu pervertis, qui seraient arrivés et qui auraient tout contaminé. Voilà, c'est ça le récit qui commence à élaborer comme ça. Et la Révolution française, par exemple, pareil, ce serait un coup des juifs, des francs-maçons, et ainsi de suite. Et ça serait quelque chose qui aurait contaminé l'Allemagne, et ainsi de Ouais, et suite. la révolution russe aussi, c'est pareil, Voilà, complot et donc bolchevique. Voilà, et donc là-dessus, ils peuvent ensuite construire sur des choses ou bien qui paraissent sensées parce qu'ils construisent sur des théories qui existent déjà, ou bien des choses qui poussent un petit peu plus, mais finalement qui leur semblent très cohérentes. Et alors des fois, par contre, ils tombent sur des os. Parce que par exemple, quand les Allemands envahissent la Grèce, ils s'attendent vraiment à revenir aux sources d'une certaine manière, à revoir des Grecs qui seraient des grands blonds, des vrais germaniques et tout ça. Et puis bon, ils sont dépités parce que les Grecs ressemblent beaucoup plus à l'image qu'ils font de ce qu'ils voient comme des espèces de sous-hommes, quoi. Ouais, C'est-à-dire ouais, ils ils sont tombent sur petits, des ils sont un peu trop sombres. Méditerranéens qui Et bronzent voilà, en mangeant des olives. et ça les dépite complètement, mais malgré tout, ils continuent à mener des grandes fouilles archéologiques pour trouver ça. Parce que souvent, on associe les nazis au paganisme germanique, ce qui est le cas pour certains, par exemple Himmler. Himmler est à fond là-dessus, sur ces paganismes-là, il fait des trucs bizarres. Mais par contre, Hitler méprise ça. Hitler méprise les germaniques, enfin ceux il dit c'est creuser, enfin c'est creuser pour découvrir des huttes en boue, alors que nos vrais Germains ils ont créé le Parthénon quoi. Ah, c'est Et le marrant parce Parthénon que c'est t'as plus des. Tu classe. sais dans pop culture, t'as vachement ce délire-là, mais qui vient des pulps américains, de Hitler et l'ésotérisme païen. Ouais, Tu vois, genre, il cherchait des artefacts de Odin, je sais pas quoi, oui et t'as c'est tout ça. un délire avec ça. C'est ça, et alors là, pour le coup, c'est vrai que lui a ce problème-là, mais c'est aussi un problème, justement, quand on parle de roman national, c'est que
Problème, c'est que descendre des Germains qui seraient restés dans des huttes en bois et tout ça, c'est moins classe que descendre des mecs qui ont fait le Parthénon. Donc éventuellement, on détourne, on reconstruit. Mais de la même façon, j'avais fait une vidéo là-dessus que pendant longtemps en France, la mythologie, on va dire, jusqu'au XIVe, XVe siècle, les rois considéraient qu'ils descendaient des Troyens. Parce que après tout, si les Romains avaient fondé leur ville par le biais d'un prince troyen, pourquoi pas les Francs? Et comme ça, ils s'étaient créés des ancêtres troyens, des ancêtres mythiques troyens. Et c'est resté un mythe qui était ancré jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on va dire. Puis à partir de ce moment-là, on a commencé à se rendre compte, notamment en relisant des textes comme la guerre des Gaules et tout ça, de l'existence des Gaulois. Et donc on a commencé à laisser tomber ce mythe fondateur-là. Mais il y avait ce mythe fondateur qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez d'autres. Les Britanniques s'étaient créés, certains Britanniques ou certains Anglais s'étaient créés leur ancêtre fondateur troyen aussi, parce que c'était classe. C'est classe, on va chercher les ancêtres qui nous arrangent en fait. Donc ça aussi, c'est une forme de mémoire. Mais d'ailleurs, même, parce que c'est vrai que quand on parle tu vois, quand tu dis les nazis, ils voulaient justifier que globalement, c'était eux qui avaient construit les super trucs grecs, enfin, c'était leurs ancêtres, etc. Ça paraît ridicule quand on le dit maintenant, mais en fait, on fait encore des trucs similaires, on fait pas nos ancêtres les Gaulois forcément comme sous la Troisième République, mais il y a encore ce délire des Gaulois, et d'ailleurs, en plus, c'est des trucs un peu paradoxaux, parce que c'est, notamment à l'extrême droite, on va se revendiquer des Gaulois, et en même temps on va se revendiquer des Romains, alors que c'est pas du tout le même, enfin tu vois, c'est pas du tout la même mythologie ou le même imaginaire, en fait. Oui, et c'est-à-dire que en fait, il y a alors le mythe des ancêtres gaulois. Alors je parle de mythe, ça veut pas dire que on descend pas des Gaulois. Effectivement, si vous vivez en France, il y a de bonnes chances. Enfin, de toute façon, vous avez forcément des ancêtres d'un peu partout, donc faut arrêter les conneries. Donc oui, vous avez des ancêtres gaulois. Mais le truc, c'est que c'est notamment vers la Révolution française que pour contrebalancer le récit historique qui tournait autour de des dynasties royales et donc autour des Francs, s'est créée l'idée que les nobles descendaient des Francs, donc des Germains, et que par contre le bon peuple et le tiers-état descendaient des Gaulois, et que ça faisait des siècles et des siècles qu'on était martyrisés par ces méchants Francs, et comme disait Sieyès, il faut les renvoyer dans les forêts de Franconie, quoi. Il faut les renvoyer chez eux. Et donc le problème, c'est que ça a été pendant un temps une espèce de mythe émancipateur, du coup, le mythe des ancêtres gaulois, qui était très efficace, notamment sous la Troisième République, parce que par exemple, la Troisième République en 1871, c'est un régime qui émerge des suites d'une défaite. La défaite de Napoléon III à Sedan, c'est une branlée monumentale, quoi. L'empereur qui est fait prisonnier, le régime qui s'effondre aussitôt, enfin la Commune de Paris à la suite. Pour les Républicains, c'est pas un truc marrant, la Commune non plus, et ainsi de suite. Donc il y a tout un truc comme ça, puis une occupation qui est quand même difficile, la perte de 3 départements. Pour retrouver un égo, là il y a Vercingétorix. Vercingétorix, c'est la défaite magnifique. Il y a ces grands tableaux pompiers du Vercingétorix très fier qui dépose ses armes au pied de César et ainsi de suite. Alors que historiquement, il est plus probable que Vercingétorix ce soit aussi d'autres chefs gaulois qui lui aient un peu poussé à aller se rendre parce qu'il en avait marre. Enfin, c'est des choses évidemment beaucoup plus complexes, et donc on crée ces mythes-là, et c'est vrai que le mythe de la défaite fondatrice, c'est un mythe en France en plus, que ce soit en 1870-71 ou en 1940 ensuite, c'est un truc aussi qui parle d'une certaine manière et qui fait écho. Donc on crée ce genre de mythe-là. Alors après, les Romains, ils posent un problème là-dedans, parce que les Romains, effectivement, c'est une occupation d'une certaine manière, un petit peu le côté Astérix, quoi, les Romains qui occupent la Gaule comme les Allemands occupent la France en 1940, sauf qu'il reste 500 ans. Donc c'est un petit peu la version qu'on retrouve par exemple quand Asselineau raconte l'histoire de France. D'ailleurs, il compare Vercingétorix à Jean Moulin. Puis il se compare lui ensuite à Vercingétorix et Jean Moulin, parce que pourquoi pas. Évidemment. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté-là encore, les Romains, l'occupation, mais d'un autre côté, c'est vrai aussi que notre langue descend du latin, que la civilisation romaine finalement nous parle beaucoup plus même dans son mode de vie que la civilisation gauloise, qu'on connaît de toute façon beaucoup moins finalement, notamment en termes de culture populaire. Ce qui fait que
Finalement, les Romains, c'est un petit peu quelque chose, des ancêtres qu'on accepte beaucoup plus. Alors, on a créé l'idée de gallo-romain, Hmm. ce qui peut être valable pour une culture, c'est-à-dire pour désigner une culture, un mélange entre la culture gauloise et la culture romaine. Parce que les Romains, de toute façon, sont un empire qui, enfin, ils ont compris que c'était plus pratique de se mélanger avec ce que font les locaux, plutôt que d'imposer par le haut quelque chose qui, de toute façon, ne pourrait pas tenir. Donc, ils sont très perméables aux cultures extérieures. Ça se mélange facilement dans l'empire romain quand même. Et le truc, c'est qu'on parle beaucoup moins, par exemple, de romano-égyptiens ou de romano-carthaginois ou de trucs Mais comme ça. je crois que c'était Daniel Ben Saïd qui disait que dans l'idée de construction nationale, que en fait, si tu remontes longtemps, en fait, on peut parler plutôt d'affinité méditerranéenne pour le Mm. sud de ce qui est la France maintenant, Ouais. plutôt qu'avec le nord même de la France, qui aurait eu plutôt des affinités autres que voilà, enfin, en gros, dans l'idée que c'est des constructions qui changent en fait, pas qu'elles n'existent pas, mais Ah, c'est des en tout constructions qui cas, changent. en tout cas, pendant longtemps, oui, il y a eu une réelle, une nette différence en matière de droit, de langue, ainsi de suite, entre le nord et le sud de la France, et une transition qui s'est faite au cours du Moyen Âge, en schématisant énormément, c'est-à-dire que au départ, la partie riche, c'est vraiment le sud, les grandes villes du sud, où là on commerce beaucoup autour de la Méditerranée, et puis petit à petit, ça se déplace vers le nord. Tous ces endroits qui deviennent des grands carrefours marchands. Donc oui, il y a ça qui fait que aussi il y a ces différences qui ensuite deviennent des différences culturelles et ainsi de suite. Mais dans tous les cas, les Romains, c'est un ancêtre, on va dire, dont on peut être fier, Pour mais aider les on les dirigeants appelle d'aujourd'hui à gallo-romains interroger le monde de pour demain, quand même on a garder notre interrogé fierté ceux qui locale, seront quoi. demain et qui sont Mais encore c'est vrai que jeunes du coup, aujourd'hui. les Romains, ils ont pu avoir une autre utilité aussi, parce que finalement, les Romains nous ont civilisés, entre beaucoup de guillemets, mais comme c'est un héritage finalement qu'on accepte, ça va. C'est-à-dire, si vous avez vu la vie de Brian, il y a cette scène où il y a le Front populaire de Judée qui se Oui, réunit pour savoir ouais, qu'est-ce que les Romains ont apporté de bon ici. Puis il y en a un qui lève la main, ils nous ont apporté quand même l'aqueduc. Et puis juste après, ouais, mais ils nous ont apporté l'école aussi. Ah ouais, puis les égouts, ah et puis le vin, et puis et ainsi de suite. Donc c'est vrai que nous, de notre point de vue, bah ouais, on préfère, je pense, un mode de vie qui ait l'air de descendre de celui des Romains plutôt qu'un mode de vie qui descendrait des Gaulois. Donc, ça a servi aussi, par exemple, à justifier la colonisation. Parce qu'après tout, si nous, on s'en est bien sortis sous les Romains, bah, finalement, le reste du monde pouvait bien s'en sortir sous les Français. Avec ce souci que l'Empire romain, c'est pas l'Empire colonial français, c'est des empires qui fonctionnent différemment. Euh, Ce qui est notamment, l'Empire romain a fini par élargir un petit peu sa citoyenneté, ce que l'Empire français avait pas des masses envie de faire. La perspective d'avoir quelques millions de citoyens gabonais qui soient à égalité avec les citoyens du Poitou, c'était pas du tout envisageable pour un mec raciste comme De Gaulle, par exemple. Il préférait à la limite voir le Gabon se barrer que Gabon devenir un département à égalité, traité à égalité. Donc, d'ailleurs, ça a été un y a- enjeu en Algérie, ça, non, justement, alors en il y avait Algérie, une demande puis ailleurs. de citoyenneté, en fait, au Alors sein de l'Empire, enfin de voilà, l'Empire. l'Algérie était en plus l'Algérie avait un statut particulier parce que c'était la seule colonie vraiment de peuplement en France. Le reste, c'était des endroits qu'on exploitait, mais on ne peuplait pas à aussi grande échelle que l'Algérie, où vraiment il y a eu beaucoup de gens qui s'y sont installés. D'où les tensions ensuite au moment de les faire rentrer, enfin de faire rentrer souvent d'ailleurs les descendants des descendants des descendants des gens qui s'y étaient installés, donc ça rajoute une couche de complexité. Et en plus, c'était une colonie qui avait un statut particulier, puisque là, c'était des départements Oui. pour le coup, les départements d'Algérie. Et le souci du coup, c'est que ça posait tout un tas de problèmes. Alors après, je suis pas spécialiste du tout de cette question-là, donc je veux pas non plus m'étendre là-dessus parce que je vais sûrement dire beaucoup de conneries. Mais oui, ça faisait partie du débat, notamment parce que différentes populations se retrouvaient avec des statuts différents. Et ça, c'est toujours un problème en fait dans un empire, c'est qu'autant à la limite, quand le statut est égal pour tout le monde, ça passe d'une certaine manière, ça peut finir par être accepté par les populations. C'est si on veut être un peu plus iconoclaste, en fait, c'est ce qui se passe à l'échelle de la France métropolitaine, parce que la France métropolitaine, ce sont, enfin,
à la fin du XVIIIe siècle, ce sont encore des identités très différentes. Certains territoires qui ne sont français que depuis pas très longtemps. La Corse, c'est depuis 1700, les années 1760. Et l'intégration de la Corse à la France, c'est un truc super violent, hein. Vraiment, c'est pas du tout juste la mise sous tutelle administrative. Il y a des exactions, il y a de la répression militaire assez énorme. En général, quand il reste des mouvements indépendantistes un peu vénères, Voilà. à tort ou à raison, c'est qu'il s'est passé des trucs. En Alors, général, ça il y a part, en ça part plus, rarement il de y a en nulle part. plus le caractère, il y a en plus le caractère insulaire qui rajoute une autre dimension à la chose, et puis le fait que c'est un ajout encore, enfin à l'échelle de l'histoire, relativement récent. Mais par exemple, la Savoie, qui est un ajout encore plus récent, a peut-être des mouvements indépendantistes, mais enfin les indépendantistes savoyards, on va dire, c'est plutôt quelque chose qui a fait rigoler par rapport aux indépendantistes corses, qui sont déjà un débat plus gros. Mais Donc, alors, pour généraliser un petit peu la question, parce que moi, il y a un truc qui me travaille un petit peu là-dedans, c'est que, en dehors du fait que, effectivement, le problème du travail de mémoire ou de la construction d'une identité ou d'une histoire collective, etc., elle est, comment dire, elle est traversée de choses que ne peuvent et notamment d'affects et d'intérêts politiques que ne peuvent pas se permettre d'avoir les historiens pour faire leur travail correctement. En dehors de ça, il faut bien que se constitue une mémoire et une histoire dans une communauté. Donc comment En gros, c'est le truc c'est dans le terme récit national, par exemple, quand on dit récit national, en général, c'est assez péjoratif. C'est-à-dire, faut pas faire ça. En gros, c'est sous-entendu, c'est une construction absolument artificielle et fausse. Mais en fait, il faut mettre en récit l'histoire. Alors, c'est pas le travail des historiens, hein, mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Justement, quand on parle des films, des commémorations, de tout ce qui est en fait vraiment de la mise en récit. Il faut bien que ce soit fait, ça. c'est un très très vaste sujet. Alors déjà, bon, le roman national qu'on condamne souvent aujourd'hui, par exemple à travers les manuels scolaires d'Ernest Lavis à la fin du 19e siècle, ce genre de choses. Là aussi, comme le mythe des Gaulois, faut garder en tête qu'au départ, dans l'idée, c'est émancipateur. C'est l'héritage révolutionnaire, notamment l'idée que la nation, c'est pas juste le roi qui gouverne des sujets, parce que pendant longtemps, c'est aussi ça. La France, c'est un roi qui gouverne des sujets qui ont en commun d'être gouvernés par le même roi. La révolution, l'idée, c'est qu'on est plutôt une nation, c'est-à-dire des gens qui vivent ensemble, qui sont citoyens d'une même nation. Et du coup, il faut des symboles communs, il faut quelque chose qui remplace le roi, ou qui le complète au début, puisqu'au début, on n'est pas une république. Mais du coup, il y a cette idée-là. C'est là aussi que naît l'idée d'un récit national et de valeurs nationales qui nous fédéreraient. Alors aujourd'hui, on a compris les limites du truc, c'est-à-dire que on voit bien comment on traite les gens qui ne rentrent pas dans le cadre de ce qui est censé être un Français. Un Français, bon, c'est pas censé être chrétien, mais enfin, si c'est musulman, c'est quand même un peu pas trop un Français, on va le regarder bizarrement. Je vois d'ailleurs quelqu'un qui demandait comment ça se passait dans l'Algérie pour différencier ceux qui avaient le droit de vote et ainsi de suite des autres, bah, notamment la religion, c'est-à-dire que les citoyens algériens, on les appelait les musulmans. Quel que soit leur rapport à la religion et ainsi de suite, c'était sous cet angle-là, sous l'angle religieux, alors même qu'à côté de ça, on votait la laïcité en France et ainsi de suite. C'est sous cet angle religieux-là qu'on utilisait ces dispositions-là à des fins de ségrégation. Et ça, c'est un héritage qu'on a un peu gardé dans notre inconscient, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on parle d'islamophobie comme d'un racisme, c'est parce qu'en fait, l'islamophobie ne vise pas que la pratique religieuse, elle vise le fait d'être assimilé à cette pratique religieuse, y compris si tu pratiques pas. À partir du moment où tu t'appelles Mohamed, tu peux être athée, tu vas quand même subir l'islamophobie. Donc, ce n'est pas qu'une discrimination religieuse. Et ça, c'est un héritage aussi de ces façons de faire. Ouais, justement, tu vois, sur le fait d'établir un récit, en fait, que dès que tu établis une espèce de communauté historique avec des références, etc., selon comment tu vas le faire, tu vas nécessairement exclure des gens, mais pas Tu exclus forcément. pas forcément sur les mêmes critères. C'est-à-dire que tu vas avoir, tu vois, l'extrême droite qui va être en mode non, mais les ancêtres, le droit du sang, etc. Et à côté, tu as Mélenchon, tu vois, il va dire non, mais la France, l'histoire de France, c'est un territoire avec des valeurs, et en fait tu peux être de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle religion, c'est pas grave, c'est même ça être français,
c'est vous pouvez être de tout, Ouais. etc. Et du coup, ils excluent pas les mêmes personnes en fait. Ils Dans ce excluent cas-là. pas les mêmes personnes, mais en fait, souvent, moi je pense l'effet pervers du truc, c'est surtout quand le roman, le mythe, de façon générale, plus large, en fait, le récit qu'on a décidé de créer pour expliquer ce qui fait de nous un groupe, se révèle après coup avoir des limites. Mm. Ça, c'est déjà beaucoup plus dommageable. Parce que dans les gens qui ont créé, on va dire, le roman national français, il y a des gens qui croient à cette idée d'universalisme, l'idée que même les valeurs françaises peuvent s'exporter très largement, parce qu'ils croient que leurs valeurs, de toute façon, sont les plus émancipatrices, ils le croient sincèrement, et donc, dans cette optique-là, finalement, les imposer à d'autres gens, c'est les libérer, même si ils n'ont pas envie d'être libérés de cette manière-là. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui chez tous les tocards qui considèrent qu'il faut interdire aux petites filles voilées d'aller à l'école parce que c'est comme ça qu'on va les émanciper. Bon, je caricature, mais c'est un petit peu le fond de la réflexion. Donc, je pense que dès qu'on crée en fait, dès qu'on veut créer un sentiment de communauté, à partir du moment où on crée un nous, il y a forcément un eux qui finit par germer quelque part. Ouais. Mais est-ce que du coup, Et toi, tu en déduis que la position la plus juste, c'est ne pas avoir de récit, en fait, et ne pas créer de nous et de constituer de communautés, y compris sur des valeurs qui seraient proches des tiennes. Alors, je pense que créer un nous sur un passé plus ou moins transformé, fantasmé, c'est dangereux de toute façon quand on est progressiste. Ça, on va en Oui, reparler après. j'en parlerai parce que justement, il y a un passage là-dessus dans la vidéo. Ouais. Mais quand on est, enfin, je pense, si tu veux, par exemple, c'est un truc qu'on voit ressortir actuellement dans tout un tas de communautés militantes. C'est ce problème justement, cette découverte finalement que même en non-mixité sur une thématique précise, on finit par à l'intérieur se diviser sur de nouveaux sujets. C'est-à-dire que en non-mixité entre femmes par exemple, effectivement il n'y a plus l'oppression des hommes, mais il y a de nouvelles oppressions qui vont émerger à l'intérieur. Mmh. Et donc là, c'est le moment où, par exemple, tu as des féministes qui vont dire non, les femmes trans sont pas des femmes, on les veut pas, ce qui me semble extrêmement problématique. Et tu vas avoir la même chose dans tout un tas de... Quel que soit le truc, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que nos manifestations et nos modes d'action de bons gros gauchistes, où on aime bien aller à l'affrontement avec les flics, en manif ou ce genre de choses, est-ce que c'est pas un petit peu validiste, par exemple ? Mmh. Tu vois, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'aller en manif en fauteuil roulant, ou en manif quand tu es autiste, ou en manif quand tu as un syndrome de stress post-traumatique, et est-ce que c'est que de la faute des flics, si ça c'est pas possible, Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. tu Ouais. vois. Bon, c'est des réflexions, et ça c'est des réflexions très inconfortables. Oui, parce que moi, j'ai pas Faut avoir. effectivement, je suis tout à fait d'accord, mais j'ai pas de solution à ça. Et voilà, Effectivement. parce que là, la question qui se pose, du coup, c'est la question aussi du récit qu'on veut avoir, des valeurs qu'on va avoir. Et je pense que parce que ces questions sont inconfortables, on a intérêt à se les poser. Parce qu'on peut effectivement faire une espèce de politique de l'autruche, dire que ça n'existe pas ou que c'est pas le plus important pour l'instant. Mais en général, ça finit par nous péter à la gueule le jour où les personnes qu'on a ignorées finissent par se rendre compte qu'on les a ignorées. Parce que c'est aussi ça, tu vois, qui joue d'une certaine manière. C'est que vient un moment où tu as de nouvelles personnes, de nouveaux groupes qui se rendent compte qu'ils existent en tant que groupe. Là, Aussi. sur le chat, il y a Odix qui fait une réflexion que je trouve très bonne et je voulais rebondir dessus, qui dit et si on faisait un récit qui englobe tout le monde, genre l'histoire quoi. Mais alors, en fait, oui, mais en fait, c'est bien, c'est gentil, mais comment tu fais en fait ça? Est-ce que tu peux vraiment faire ça? Parce que, Je par suis exemple, pas sûr que ce soit possible. ben non, parce que par exemple, si tu veux commémorer l'histoire de France, genre, enfin, commémorer, genre, au sens vraiment de, on se rassemble pour se souvenir de ces trucs-là, etc. Qu'est-ce que tu fais? Genre, la France, c'est et Vichy et la Résistance. Donc tu fais quoi? Tu commémores et Vichy et la Résistance? Tu vois, tu peux pas, en fait, tu peux pas vraiment tout C'est ça, intégrer. c'est-à-dire on peut pas créer un récit qui convienne à la fois à Zemmour et à nous, quoi. Ouais, voilà. Donc, C'est- dans l'idée, oui, si tu veux, l'histoire, Donc, effectivement, elle choisit pas ça, mais la mémoire, comment elle fait, elle, tu vois.
C'est voilà. Et alors, justement, pour revenir sur ce dont tu parlais, moi surtout, je crois que l'aspect important du coup autour de ces symboles, bon, moi je suis quelqu'un qui de toute façon, je suis assez hermétique aux symboles. Mmh. C'est-à-dire je suis trop terre à terre pour aimer ça. Et j'y vois surtout les inconvénients de plus en plus, et j'y vois surtout les angles morts que ça cultive. Ah, je voulais pile aller sur ce débat-là. Vas-y, C'est-à-dire vas-y, ça que m'intéresse. voilà, c'est-à-dire que pour moi vraiment, le fait de s'enfermer dans, nos propres grands hommes ou grandes femmes, hein, dans nos propres symboles, dans nos propres façons de faire, ça peut aussi contribuer à un petit peu nous enquister, faire qu'on ne bouge plus trop, qu'on évolue plus trop, qu'on garde les mêmes modes d'action, par exemple, même quand on s'est pris des pains régulièrement, de la même manière, à chaque fois et que ça marche pas, mais qu'on continue. Et ça, c'est déjà un premier problème pour moi. Les symboles, ça peut facilement nous dispenser de réfléchir et nous empêcher de réfléchir. Donc après, on en a sûrement besoin, mais je pense qu'il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Oui. L'autre point, c'est qu'il faut être conscient que les symboles, quand même, il y en a qui ont une plus grande facilité pour les créer et les utiliser que d'autres. Et je pense clairement, là aussi, quand on est des mouvements progressistes en général, et alors plus encore des mouvements de minorité, parce que là, c'est forcément là que c'est le plus difficile, puisque par définition, quand tu es en minorité, tu n'as pas de pouvoir facile sous la main. Le pouvoir de création des symboles, il vient clairement pas de nos milieux. Il vient clairement pas de nos milieux militants, pas de ce genre de choses. Donc déjà, il y a un souci, c'est que les symboles les plus percutants, de toute façon, j'ai tendance à dire que c'est nos ennemis politiques qui vont les créer et les utiliser. Ouais, mais ils vont le faire quoi qu'il arrive. Ils vont le faire quoi qu'il arrive. Mais alors, du coup, moi, les questions qu'il faut poser surtout pour moi, plus que quel symbole on doit créer, je pense qu'il faut réfléchir à comment se défendre face aux symboles autres. Et je pense que plus que de créer nos symboles pour les contrebalancer, ce qui de toute façon sera un peu moins puissant, quoi. C'est juste répondre aux flics avec un pistolet à eau pour avoir répondu. Moi, je pense plutôt qu'on a intérêt à apprendre, c'est le plus important, à traiter intelligemment les symboles qui sont utilisés contre nous. C'est-à-dire que, par exemple, tu parlais des commémorations officielles. Mhm. Pour moi, là, on est typiquement dans du symbole de l'histoire telle qu'elle est voulue par le pouvoir. Alors, il y a, moi, dans ma vidéo, par exemple, je prends l'exemple de Chirac et du Veldiv. Chirac et le Veldiv, c'est plutôt quelque chose de positif, de très positif. C'est la reconnaissance, du coup, du fait que la police française est responsable de cette rafle, ou en tout cas y a participé amplement, et que Vichy, c'est aussi la France. Parce que pendant longtemps, il y avait cette idée que Vichy, c'était un peu une espèce de parenthèse, et que du coup, on n'avait pas à payer pour ça. Sauf que non, les policiers de Vichy, ils sont restés flics ensuite, pour la plus grande partie. Et que certains, même préfets et ainsi de suite, certains cadres de Vichy ont continué à avoir la belle vie après. Donc, ça, c'était très important de la part de Chirac. Sauf qu'ensuite, on peut voir très vite comment cette mémoire-là peut devenir suffisamment consensuelle pour être totalement dépolitisée. Et c'est l'exemple que je prends avec Castaner cette année, qui a rendu hommage aux flics résistants. Et là, pour moi, il y a un réel problème dans le fait que le ministre de l'Intérieur rende hommage à des flics résistants. Parce que les flics résistants, ce sont des gens qui, par définition, ont désobéi à leur hiérarchie. Et Castaner représente cette hiérarchie. Donc, pour leur rendre hommage sans que ce soit une hypocrisie, pour moi, il faudrait au moins que Castaner ait instauré des mécanismes qui fassent que si demain il y avait une nouvelle rafle du Veldiv, ou en tout cas de nouveaux ordres inacceptables qui étaient donnés aux policiers, les policiers résistants puissent le faire. Or, on voit très bien que déjà à l'heure actuelle, il y a des policiers qui se plaignent qu'on leur donne des ordres qu'ils n'apprécient pas, etc. Alors les plus courageux se barrent carrément de la police, ce qui est sûrement la seule chose à faire de toute façon. Je crois qu'un bon policier un bon flic est un flic qui démissionne. mais, mais bon, plus largement, voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de CRS qui se font porter pâle et ainsi de suite. Je pense qu'il y en a quand même une part qu'il ne faut pas oublier, qui n'apprécie pas les ordres qui sont donnés. Mais c'est une hypocrisie totale du coup de la part de Castaner de rendre hommage
à ce genre de flics, alors que ce sont les flics qui vont être sanctionnés, poussés vers la sortie, ou suffisamment marginalisés pour qu'ils soient obligés de rentrer dans le rang. Donc dans tous les cas, c'est pas du tout le modèle que Castaner veut dans sa police. Alors que si Castaner rendait un hommage sincère à ça, par exemple, il transformerait les préfets en institutions démocratiquement élues. Mhm. Pourquoi pas Il ferait en sorte que les flics soient plus clairement responsables de leurs actes auprès de la population. Pourquoi pas Tout un tas de choses qui vont on va totalement dans le sens inverse. Donc là, on est typiquement dans une récupération qui est juste une récupération du symbole. Parce que le symbole est devenu consensuel, c'est devenu totalement consensuel de dire que les résistants étaient gentils, c'est logique. Pendant longtemps, ça ne l'était pas forcément. Pendant longtemps, l'extrême droite ou la droite très dure pouvait se revendiquer beaucoup plus facilement de Pétain. Aujourd'hui, bon, Zemmour le fait, ou en tout cas à demi-mot, mais justement, ça passe plus difficilement, alors que Pétain, au moment où il meurt, justement, s'il meurt en prison et s'il n'est pas exécuté avant ça, c'est parce qu'il y a quand même une part de la population non négligeable qui a encore une affection pour le bonhomme. Donc là aussi, c'est des choses à prendre en compte. Alors moi, je suis entièrement d'accord sur l'utilisation par, on va dire, le camp d'en face ou les dominants des symboles, mais là où je me rends compte, mais je m'en suis rendu compte justement en regardant la vidéo, où bien on soit proche au niveau des imaginaires politiques, j'imagine, on n'a pas du tout le même rapport à ça. Moi, c'est un peu mon dada, justement, les symboles, l'imaginaire, etc. Et je n'entends pas vraiment ce truc de comment dire, de pas de symbole en face. C'est-à-dire, je trouve que c'est très vertueux. Ouais. Et je comprends surtout d'un point de vue universitaire aussi, de pas tomber dans cette utilisation de symboles. Mais moi, je ne vois pas comment on mobilise, je vais faire mon lordon, mais comment on mobilise des affects émancipateurs et qu'on mobilise même tout court les gens sans symbole. Et je suis pas d'accord sur le fait de dire qu'on ne crée pas de symbole et que, enfin, que c'est trop faible parce qu'on est en position de domination. Parce que les mouvements LGBT ont leur symbole, tous les mouvements d'émancipation ont leur Mmh. symbole. Je viens à un exemple que tu vas forcément connaître, mais en fait, ces symboles-là, ils sont là et ils ont une puissance aussi, je pense. En manif, tu as des drapeaux et trucs comme ça. Alors après, là où je suis d'accord, c'est oui, ouais, même mon logo, ben oui, mais bien sûr, mais moi je joue à fond là-dessus, justement, je viens là-dessus, c'est que moi à la limite ce que je déteste dans les milieux militants, c'est le fétichisme des Oui. symboles. Ça, je déteste ça. Je trouve ça nul, l'absence de critique, le fait de se en fait, le rapport identitaire au symbole, c'est-à-dire, oui, voilà, on va faire des vannes, comme tu dis dans la vidéo, faire des vannes sur la guillotine et les goulags, Mmh. juste, tu vois, être très premier degré aussi sur certains trucs auxquels il faudrait pas toucher et faire des concours un peu de bits, celui Ouais. qui va utiliser le plus de jargon, le plus de trucs, le plus de machin, ça je suis d'accord. Par contre, le fait avoir un rapport un peu critique aux symboles et les utiliser avec aussi de l'autodérision, avec Oui, une oui, distance oui. critique, moi je pense que c'est pas juste ok, c'est vraiment hyper important. Et je viens un truc tout bête, genre tu vois, sur les commémorations. Donc t'es du Limousin et tu parles, alors, tu parles d'Oradour-sur-Glane, mais j'imagine que tu connais le monument aux morts de Jean Sioux. Ça doit me dire Non, quelque chose, oui, t'as oui. Oui, peut-être oui. pas vu ça. Alors en fait, Jansiou, c'est un bled. Alors je sais pas si c'est en Haute-Vienne, mais j'ai un tout petit doute sur le. Peut-être vous me direz sur le chat. Jansiou, c'est un monument aux morts où il n'y a pas de symbole militaire. Ouais. Il y a un petit garçon avec le poing levé et il y a marqué maudite soit la guerre. Mmh. Et c'est ça le monument. Et du coup, il y a des commémorations. Alors militantes pour le coup, qui sont des commémorations pacifistes tous les ans pour le 11 novembre. Et ça, pour moi, c'est un contre-symbole. C'est-à-dire que Ouais. tu vois ce que je veux dire, c'est que je vois pas comment on peut mobiliser sans créer nos propres contre-symboles en fait. Et Oui. avec tous les défauts que ça a et la prudence avec laquelle faut le faire. Oui, mais donc voilà, moi je pense aussi, si tu veux, si j'ai un discours aussi tranché là-dessus, c'est justement pour contrebalancer beaucoup plus le fétichisme des symboles que pour être opposé à ça, parce que je sais très bien en réalité qu'on peut pas faire sans. Oui, oui, Hein. ok. C'est vraiment beaucoup plus une sorte d'avertissement des dérives possibles, parce que, comme je te dis, il y a
il y a toujours ce problème, ce risque de faire, de faire ensuite, enfin, même, tu vois, un symbole qui au départ peut être consensuel peut finir par se retourner sur lui-même, dans le sens où ça peut finir par donner le sentiment à certains au sein même du truc d'être exclu. C'est-à-dire que quand je dis par exemple que la non-mixité peut devenir excluante, faut qu'on soit bien d'accord, hein, je dis pas que la non-mixité entre meufs est excluante pour les mecs. C'est normal que les mecs soient exclus du truc. Ce que je dis, c'est que par contre, à l'intérieur ensuite, ça peut créer de nouveaux rapports qui vont faire que le groupe non mixte, je parle des meufs parce que c'est le cas le plus Mm. utilisé actuellement, mais tu fais un groupe non mixte d'autistes, par exemple, bah, c'est évident qu'à l'intérieur, les mecs vont sûrement prendre l'ascendant sur les meufs. Bon, ou que les blancs vont prendre l'ascendant sur les personnes racisées, et ainsi de suite. Donc il y aura forcément des rapports qui vont se créer comme ça, et donc là aussi, de la même manière, avec les symboles, bah, le problème, c'est que, ouais, quand on crée une bannière, il y aura forcément des gens qui, à un moment, finiront par avoir l'impression qu'ils n'ont pas leur place dessous, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, à ça qu'il faut faire gaffe. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais c'est clairement quelque chose. Je pense qu'il faut réfléchir, en fait, plus largement à l'usage du symbole, pas pour ce qu'il nous apporte à nous, mais pour ce qu'il apporte par rapport aux gens qu'on veut fédérer dessous. Mm. C'est-à-dire que finalement, créer des symboles pour des gens qui sont déjà ensemble, tu vois, un symbole de reconnaissance pour des gens qui sont déjà ensemble et conscients d'être ensemble, c'est pas forcément aussi utile que créer un symbole pour que des gens qui sont encore un petit peu mous viennent dessous. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à faire justement parce qu'on se réunit dans de la private joke, dans du jargon, dans des trucs qui nous parlent à nous, qui Mm. sommes Et déjà moi le premier, hein, convaincus. moi le premier, hein. Et Ouais. voilà. Et par contre, c'est beaucoup plus compliqué en fait de faire comprendre à des gens. Là aussi, c'est un problème qu'on a souvent en politique. En fait, c'est considérer que si t'es pas dans notre camp, t'es déjà l'ennemi. Et le souci, c'est que non, la grande majorité des gens sont surtout complètement paumés et dépolitisés complètement. Ça, je veux dire, il suffit. Enfin, souvent, c'est ce qui nous tombe sur la gueule quand on va en repas de famille ou quand en fait, quand on va, j'ai envie de dire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de guillemets, avec les vrais gens, quoi, les gens qui Ouais, sont ouais. pas du milieu militant, qui ont pas Twitter, qui comprennent rien du tout des termes, même des termes qu'on utilise tous les jours et qui nous semblent tout à fait évidents, ça va pas leur parler du tout, ou ils leur donnent pas du tout le même sens. Tu vois, des choses comme ça. Je me souviens par exemple, ma grand-mère, il y a quelques temps, on avait une conversation, et elle qui pourtant a une bonne culture, et même culture politique plutôt à gauche et tout ça, euh, elle avait pas en tête le mot sexisme. Le mot sexisme lui parlait pas, elle parlait de racisme anti-femme. Mm. Voilà. Mais là, pour le coup, clairement, par manque total d'éducation militante d'une certaine manière. Et là aussi, du coup, c'est vrai qu'avec nos symboles qui nous parlent à nous, on peut finir très vite par ne parler qu'à nous, et c'est quand même un problème qu'on a souvent dans dans nos mouvements. Mm. C'est réussir à aller un petit peu plus loin, non pas choper les fachos qui ne sont pas ceux qu'on vise, évidemment. Personne Enfin, je veux dire, on sait très bien qu'on fera pas d'Éric Zemmour un féministe. Par contre, essayer de faire rentrer dans nos causes et de convertir des gens qui sont juste paumés et qui n'y connaissent rien, ça c'est déjà beaucoup plus accessible, et je suis pas sûr que les symboles soient forcément, les symboles qu'on utilise actuellement, soient forcément les plus efficaces pour ça. Parce qu'il y en a certains qui peuvent même faire carrément peur. Oui, oui, bien sûr. Mais justement, est-ce que c'est pas un problème d'utiliser, enfin, de se recroqueviller sur des symboles très, très, très minoritaires et pas très, très Ouais. répandus? Est-ce que ça veut pas dire que, tu vois, enfin, ça veut pas forcément dire qu'on peut pas trouver des symboles ou que des gens se retrouveraient dans des symboles, comment dire, plus largement, quoi. Sachant qu'il y a aussi l'idée que, est-ce que faut vraiment prendre tout le monde avec nous? C'est-à-dire que, est-ce que c'est vraiment un mal que une construction symbolique soit excluante, dans le sens où, tu vois, on n'a pas envie d'être sous la même bannière que Bernard Arnault, tu vois? Ah oui, mais tout à fait. Mais alors moi, je parle justement, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du fait que c'est pas grave que la non-mixité féminine, par exemple, exclut les hommes, ça c'est logique. C'est plus emmerdant quand tu as des effets pervers qui consistent à exclure des gens que tu voulais avoir dans le groupe, ou en Oui. tout cas qui auraient une place tout à fait légitime dans ce groupe-là, par rapport aux intérêts qui sont défendus, mais qui ne trouveront pas leur place
pour telle ou telle raison. Ça, c'est quelque chose, tu vois, moi, évidemment, que je ne veux pas me battre du même côté que Bernard Arnault, Éric Zemmour ou tous ces gens-là. Par contre, je pense que plein de gens qui sont qui politiquement n'ont juste aucune culture. Mais tu vois, ça va être les gens, des gens du genre une meuf qui a jamais rien lu sur le féminisme, mais qui est bien consciente que dans le partage des tâches ménagères, il y a quand même quelques soucis, puis que son mec il est un peu relou à surveiller tout le temps son portable. Bon, bah là, effectivement, tu vois, ça, c'est des gens. C'est logique de les faire venir. Mhm. Un gars qui en a juste plein le cul de son boulot à l'usine, mais qui a jamais pour autant lu Marx. Et puis bon, pour lui, les communistes, c'est plutôt un mot qui fait peur et tout ça. Bon, bah voilà, là, si tu débarques tout de suite avec l'hymne soviétique Ouais. et une faucille et un marteau, bon, tu risques de le faire flipper, quoi. Et là aussi, c'est pareil, on a le même genre de souci dans le sens où une bonne part de notre symbolique de gauche fait flipper les gens que la gauche est censée défendre. Mhm. Donc là aussi, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire que le symbole, c'est pas un truc que tu utilises pour toi, à mon avis. De la même manière qu'un discours politique, c'est pas un truc que tu utilises pour dire ce que tu as envie de dire. Tu dois l'utiliser pour dire ce que tu as envie que les gens entendent. Mhm. Et ça, c'est souvent une question je pense qu'on n'arrive pas à se poser. Mais parce que c'est pas une question qui est évidente, encore une fois. C'est pour ça qu'on a du mal. C'est que c'est pas facile plutôt que de se dire qu'est-ce que j'ai envie de dire, de se dire qu'est-ce que j'ai envie que la personne comprenne, ainsi de suite. Et ça, je pense d'ailleurs que le fait de faire, par exemple, des vidéos YouTube ou ce genre de choses, c'est un petit peu formateur. Mhm. Dans le sens où très vite tu constates que ce que tu racontes ou ce que tu as voulu raconter n'est pas forcément ce que les gens vont comprendre ou retenir. Ouais. Ou alors que même tu vas utiliser des choses qui justement vont créer de l'aversion chez quelqu'un, juste parce que c'est un affect qui le touche pas du tout, c'est des symboles qui lui font peur, tu vois, genre il Ouais. va dire oula oula, il a dit ça, il a employé ce terme, et ce terme dans ma tête directement c'est presque chimique, ça me fait penser à des trucs que j'ai pas envie d'entendre. Et que en fait, du coup, t'avais peut-être pas besoin de jargonner Mm. et de te mettre à dos une personne qui, en fait, aurait été d'accord avec ce que t'avais à dire. C'est ça. C'est ça. Et après, bon, c'est toujours de toute façon une question de choix. Et c'est pour ça que je pense que, en termes de discours militant, de toute façon, on a besoin qu'il n'y ait pas un seul discours pour une seule cause, mais au contraire, qu'il y en ait toute une multiplicité. Parce que, ta façon de défendre des idées sera pas forcément la même que la mienne. Et du coup, même si c'est pour des idées proches, finalement, ça va nous permettre de toucher des publics différents. Donc c'est toujours bon à prendre. Et c'est cool, par exemple, qui est j'en sais rien moi, des féministes badass ultra misandres qui passent leur temps à casser du mascu sur Twitter. C'est super cool qu'il y en ait parce qu'elles vont recruter ou en tout cas sensibiliser un certain type de public. Et c'est cool qu'il y en ait d'autres au contraire qui se crèvent le cul à faire énormément de pédagogie, même si on se demande comment elles réussissent à encaisser ça et qui réussissent à parler à d'autres formes de public. Et ainsi de suite. Et c'est cool de toute façon, cette diversité des méthodes est importante. Il n'y a pas de méthode Je miracle. suis hyper d'accord, oui. S'il y avait une méthode miracle, on l'aurait déjà utilisée. Et c'est là aussi, c'est un autre sujet important dont il va falloir parler, c'est l'usage de l'histoire par les mouvements progressistes. C'est qu'il faut garder en tête de toute façon qu'à partir du moment où on est progressiste, la solution n'existe pas dans le passé, puisque si ce qu'on voulait avait déjà marché, on serait pas en train de continuer à le vouloir d'une certaine manière. Oui, alors justement, parce que ça, là, je crois que c'est la conclusion de ta vidéo, enfin, c'est la dernière partie où tu fais Ou le en tout point cas, avec c'est un ça. truc sur lequel je pense que j'y reviens à plusieurs moments de toute façon, ouais. Hmm. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ça non plus, dans le sens où. Enfin, je suis d'accord avec l'idée de base, mais je suis pas d'accord pour dire que on n'a pas. En fait, qu'en gros, il y a eu que des échecs et qu'on n'a rien finalement à récupérer du passé, en fait. Parce que, comment dire, il y a quand même eu des progrès qui ont été obtenus. Ah, bien sûr. Il y a eu des victoires. Et tu vois, bon, alors effectivement, si tu reprends la commune, voilà, c'est notre Vercingétorix à nous, quoi. Ouais. C'est l'échec super digne. Par contre, tu vois, quand les gens, enfin, si tu te revendiques, genre du CNR, d'Ambroise Croizat, là, dans le débat sur la sécurité, les débats sur la sécurité sociale, etc., moi, ça me paraît
Ça me paraît logique et justifié, tu vois, de faire appel quand même Oui, à ces anciens oui, symboles. mais avec tout de suite pour moi un avertissement important, Mhm. qui est de se dire, voilà, même, tu vois, en Rose Croisat par exemple, de se dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe juste ou pas longtemps après? Quel retour de balancier il y a par exemple? Qu'est-ce qui fait que malgré la Sécu, qu'est-ce qui fait que malgré un parti communiste à 25% et une SFIO qui en a à peu près autant, et du coup une grande majorité de gauche en France, bah, finalement la constitution, la première constitution de la 4ème République, qui est un truc mais de dingue, hein. Enfin, certains craignaient que ça fasse de la France une république soviétique, hein. Pourquoi celle-là, elle n'est pas passée, par exemple? Mhm. Bon, qu'est-ce qui fait que très vite, il y a ce genre de truc-là? Qu'est-ce qui fait que finalement, 15 ans, ouais, à peine 15 ans après, on a la 5ème République qui est une monarchie élective, avec De Gaulle et ainsi de suite. En fait, le problème, c'est toujours ce sur quoi on se focalise, forcément, peut permettre de voir beaucoup de choses enthousiasmantes. Mais par exemple, c'est sûr que si tu fais l'histoire de la Révolution de 1848, si tu te focalises sur février, voire sur de février à avril, c'est génial. Le Mhm. problème, c'est que tu peux pas analyser ça tout seul. Tu es obligé d'analyser ce qui se passe aussi après. Et ce qui se passe après, c'est un retour en force des conservateurs parce que bah, les campagnes, elles suivent pas du tout le radicalisme parisien. C'est une répression de fous dans les rues parisiennes. C'est l'élection d'un Bonaparte. Tout ça en l'espace d'une année, ce qui est rien. Et c'est 3 ans plus tard le début d'un nouveau régime autoritaire. Donc là aussi, le problème, c'est que ou bien on peut pêcher par une espèce de naïveté et de folklore et ne vouloir garder que le bon. Et le problème, c'est garder que le bon, c'est se fermer à l'analyse de ce qui a mal tourné, de ce qui est mal parti. Mhm. Et c'est pour ça que je parlais de rapport critique au symbole. Mais Ouais. tu vois, si. Tu vois, quand je sais pas, les Gilets jaunes, ils font des petits clins d'œil à la Révolution française parce que c'est un truc qui. C'est clair que c'est Oui, pas un clin d'œil forcément éclairé dans le sens où on sait oui, oui, non, exactement ce non, qu'on trie ou quoi, tu vois. Mais il y a quand même ce truc-là, je me dis toujours, bah, écoute, ce qu'ils ont retenu de la Révolution française à ce moment-là, c'est la révolte, c'est faut prendre notre truc en main, on va se battre contre les puissants, etc. Et tout sans à fait, oui, forcément, oui. tu vois, et je me dis toujours, je sais pas, moi j'ai vachement quand même plus Tout à fait, mais d'empathie justement, avec par ça, tu exemple, vois. tu vois, c'est là aussi que justement, pour moi, enfin, l'histoire, c'est un appel à la méfiance, pour moi. Mm. C'est avant tout comme ça que je le vois, beaucoup plus que comme mode d'emploi de ce qu'il faut faire. C'est pour ça que c'est comme ça que j'ai envie de l'étudier. J'ai envie d'étudier, moi, avant tout, ce qui a coincé. C'est-à-dire que, par exemple, la Révolution française, le souci, c'est que tu peux avoir deux approches, je pense, de l'histoire. Tu peux avoir deux approches de gauche, hein, je veux dire. Tu peux avoir l'approche un peu à la Henri Guillemin, Ouais, t'en qui parles souvent, ouais. consiste Mm. à voir un petit peu. Henri Guillemin, par exemple, écrit Silence aux pauvres en 1989 sur la Révolution française. Silence aux pauvres, c'est un bouquin d'une petite centaine de pages peut-être, qui est intégralement disponible sur le site d'Étienne Chouard, parce que Étienne Chouard est fan d'Henri Guillemin, entre autres. Et c'est un truc sur lequel je vais revenir après, justement, parce que c'est pas anodin que Guillemin soit si populaire aussi auprès des chouardistes et des soraliens et de quelques autres, même si Guillemin lui-même était quelqu'un, je pense, qui était sincèrement de la gauche chrétienne, on va dire. Mhm. Mais c'est pas étonnant du tout, en fait, que sa conception soit si soralo-compatible, entre autres, parce que Silence aux pauvres, par exemple, bah, paradoxalement, ne donne pas la parole aux pauvres du tout. Mhm. C'est un récit où les pauvres sont d'une certaine manière juste une masse bonne à se faire manipuler seulement. Et dans Silence aux pauvres, en fait, les pauvres n'ont qu'un seul défenseur sincère, c'est Robespierre. Et tous ceux qui se placent contre Robespierre sont du côté des possédants. C'est un petit peu l'analyse que va avoir Guillemin. Or, moi, c'est vrai qu'en étudiant la Révolution française, très vite, je me suis rendu compte que Robespierre, le souci, c'est qu'il tombe par sa gauche, au départ. Mhm. Il tombe par sa gauche parce que ceux qui le font tomber souvent sont des gens qui ont une vision de la Révolution qui est encore plus radicale que la sienne, notamment vis-à-vis de la violence contre les contre-révolutionnaires.
Ce sont des gens comme Billaud Varenne et Collot d'Herbois qui sont vraiment des gens qui ne sont pas de droite du tout. Ce ne sont pas des modérés dans leur perception de la révolution, et y compris sur les législations sociales et tout ça, c'est des gens qui sont souvent assez radicaux. Et qui font tomber Robespierre notamment pour ça. Le problème, c'est que ensuite eux-mêmes à leur tour tombent, et que 6 mois plus tard, 6 mois après la chute de Robespierre, en fait, ces gens-là, ils ont été déportés en Guyane à leur tour. Et ceux qui prennent le pouvoir, là, pour le coup, c'est la bonne grosse bourgeoisie. Mais donc, Guillemin va te dire que Billaud Varenne, Collot d'Herbois, finalement, c'était des gens qui étaient là aussi du côté de la bourgeoisie, des possédants, qui ont comploté pour faire tomber Robespierre. Et moi, j'ai pas du tout cette analyse-là. Moi, j'ai beaucoup plus l'analyse d'une gauche qui s'est bouffée entre elles sur tout un tas de questions, que ce soit même Danton, des gens comme ça. Guillemin, pareil, il va dire Danton, il est de droite, il est du côté des possédants et ça. Danton, du point de vue de ses positions sur certains trucs, il n'est pas éloigné du tout de Robespierre, qui lui-même n'est pas du tout chez Guevara, quoi. Robespierre, il est pour la propriété privée, clairement. Il explique que l'égalité de biens, c'est une illusion totale. Enfin, c'est pas du tout un communiste, quoi. Et il y a une tendance à l'idéalisation qui fait qu'on perd complètement la lecture. Quand on lit Guillemin, par exemple, on perd complètement la nuance et la subtilité, et qu'on a cette idée que finalement, il y a à chaque fois une bourgeoisie qui est méchante et qui fait tout un tas de méchants pièges. Et finalement, les gentils, les bons, ils finissent à chaque fois par se faire avoir parce qu'ils sont un peu cons, sûrement, je sais pas. Mais enfin, à chaque fois, ils se font avoir. Et le peuple, finalement, lui, il est bon qu'à se faire manipuler, à se laisser porter. Et de toute façon, il a besoin quand même de grandes figures. Il a besoin de Robespierre, de Jaurès, de gens comme ça. Parce que là aussi, Guillemin, c'est des sources qu'il ne connaît pas de toute façon, les sources populaires. Puisque Guillemin, c'est un gars qui vient de la littérature. Ce qui est paradoxal, du coup. Ouais, mais c'est-à-dire que c'est un gars qui vient de la littérature et pour qui, du coup, les sources historiques, ce sont avant tout les mémoires, les discours, ce genre de choses. Donc c'est là-dessus qu'ils se fondent. Et donc c'est comme ça qu'on aboutit finalement à une histoire où il y a les méchants bourgeois, tous groupés, tous unis, tous assez monolithiques finalement, parce que même quand ils sont pas d'accord, en fait, ils complotent ensemble. Ils complotent dans le même sens. Et qui complotent du coup dans leur coin pour à chaque fois garder la haute main. Et puis les gentils qui sont un peu naïfs finalement. C'est très vite l'impression qui ressort, en tout cas pour moi, à la lecture de Guillemin, surtout sur les époques que je connais précisément. Parce que sur ces époques-là, je vois quand il se fout de notre gueule. Guillemin, très clairement, je vois quand il caricature trop fort. Et je vois quand il est de très mauvaise foi, parce que ça lui arrive très souvent en fait. Ce que je voyais pas au début quand je connaissais pas forcément les sujets dont il parlait. Donc là aussi, c'est le pouvoir de séduction qui est très fort. Et le problème, c'est que par exemple, Guillemin, il est beaucoup allé chercher dans tout un tas de sources d'extrême droite des années 20, 30, 40. Parce que c'est des sources qui plaisent beaucoup, qui confortent beaucoup cette vision-là, où là aussi, ils sont très intéressés par cette idée que finalement il y a une élite qui complote et qui veut se battre contre le peuple là aussi, parce que l'extrême droite c'est toujours dit défendre le peuple. Bon, le problème c'est qu'elles défendent pas le même peuple que la gauche, très clairement, mais il y a toujours cette idée là, et d'ailleurs ça a été une constante de l'extrême droite, de vouloir élargir le suffrage, parce que élargir le suffrage, si on contrôle l'électorat, c'est plutôt cool, par exemple. Donc élargir le suffrage, si les électeurs votent comme le châtelain ou comme le curé, c'est super. Donc c'est de la même façon que du coup Le Pen va se dire représentante du peuple. Bon, mais le peuple c'est quelque chose de très abstrait finalement, et de très divers surtout. Parce que le peuple, selon que tu désignes les ouvriers, les paysans, les petits artisans, selon que tu dis les commerçants, les petits entrepreneurs, les moyens entrepreneurs, c'est plus du tout la même chose. Ouais, alors justement, ça c'est une bonne question, le truc du peuple, parce que effectivement c'est hyper difficile à définir, et surtout selon ce que tu mets dedans, ça concerne pas du tout concrètement les mêmes gens, c'est-à-dire dans leur vie de tous les jours, et sauf que en fait t'es obligé à un moment donné, rien que au jour le jour, si tu veux pouvoir penser, pouvoir expliquer des trucs et pouvoir tu vois, défendre des projets, t'es obligé d'avoir des catégories.
Ouais. Et alors, du coup, tu fais quoi? Parce que, alors, si tu dis le peuple, C'est c'est un problème parce que, c'est qui ce peuple, tu vois? Moi, ouais. c'est le problème que moi je vais avoir avec le Et, populisme de gauche, tu vois? et c'est un Avec le- problème que j'ai très souvent d'ailleurs dans mes vidéos, parce qu'en fait, d'un côté, je suis du genre à dire que chaque fois qu'on utilise le mot peuple en histoire, Dieu tue un chaton. Mais de l'autre côté, il y a bien des situations où moi-même je suis tenté de l'utiliser parce que c'est trop pratique. Bah oui. Mais alors, Mais tu vois, après, si tu vas dire, voilà, si tu dis prolétariat, ça va pas parce que non, c'est trop voilà. typé, c'est trop marxiste, euh, etc. Alors que et là, au moins, ouais. t'es sûr, Mais alors tu sais de bon, quoi des, tu des parles. fois si tu veux, mais déjà tu vois par exemple quand tu parles, plutôt que de parler du peuple révolutionnaire, si tu parles déjà de la population parisienne, Mm. c'est déjà plus sélectif parce que déjà là tu montres que c'est des urbains. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut rappeler, c'est que le peuple, en fait, il est multiple, il est pluriel, et Mm. qu'il a des intérêts divergents. Bien Et sûr, le oui, oui. souci, par exemple, c'est que souvent, quand on parle du peuple à gauche, on pense à la classe ouvrière en oubliant totalement la paysannerie. Ouais. Euh, le souci, c'est qu'en fait, les intérêts de ces deux groupes sont souvent totalement divergents. Il y a quelqu'un sur le chat qui dit tu fais comme Mélenchon, tu dis les gens. Mais en fait, ça, les gens, les amis. Mais Ouais. t'as un truc aussi avec ça, c'est tu vois le truc des vrais gens. Et en Oui, fait, tu vois, par exemple, moi, ça me démange vachement souvent parce que quand tu parles tu vois, des types du gouvernement ou de la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, en disant qu'elle est hors sol, ouais. etc. je- il y a un coin de ma tête qui voit ce que j'entends par les vrais gens, tu vois. Et je sais que c'est un Oui, mais le concept problème, c'est qu'on pourri, va en tous, fait. on va tous avoir une définition un peu différente. Alors là, pour reprendre ce que je disais sur la paysannerie vis-à-vis des ouvriers, pour moi, c'est très important, par exemple, pour comprendre l'échec de certaines révolutions. Parce que quand tu as des ouvriers, enfin, quand tu as un mouvement ouvrier parisien qui appelle à la fin de la propriété privée, alors qu'à l'inverse, tu as des paysans dont l'obsession tout au long du 19e, 20e siècle, c'est d'accéder à la toute petite propriété privée, bah forcément les intérêts se heurtent totalement et du coup le Mm. résultat c'est que bah, t'en as certains qui vont voter à gauche et t'en as d'autres qui vont voter à droite. Et que du coup à chaque fois quand il y a un mouvement un peu trop radical qui se passe à Paris, bah, les élites vont tout de suite flatter ces peurs-là, cette peur de la perte de la petite propriété et vont descendre dans les campagnes, enfin faire comprendre aux paysans qu'attention, ayez peur du rouge parce que vous allez perdre vos fermes là. Ouais, ouais. Donc Ce qui s'est passé en Russie aussi. voilà, et donc c'est des peurs sur lesquelles il est logique en plus de jouer parce que effectivement le paysan dans ces cas-là il a pas forcément tort d'avoir peur pour sa ferme parce que par exemple ce qui se passe souvent on parle de la loi de révolutionnaire sur le maximum des prix. Mhm. C'est une loi qui passe sous ce qu'on appelle la terreur d'ailleurs, même si c'est un abus de langage assez énorme souvent. Mais enfin, c'est une loi qui, dans la mesure où Paris s'agite de plus en plus parce que les prix s'envolent, fixe un maximum au prix de tout un tas de produits de première nécessité. On commence par le grain, mais très vite ça part aussi sur les chandelles, tout ce qui sert vraiment au quotidien, le café, le sucre, ainsi de suite. Et le souci, c'est que autant c'est pratique pour les Parisiens qui du coup vont commencer à pouvoir rebouffer à leur faim, autant pour les paysans, bah, c'est la merde. Parce que du coup, Oui. on leur achète leur récolte à perte. Là, il y a clairement un problème d'intérêt divergent au sein Voilà, au pourtant ce sein du qui est peuple. du peuple. Au sein du peuple. Et donc, ça aboutit à des situations encore pires où, par exemple, pendant l'hiver 94-95, il n'y a pas assez à bouffer, très clairement. Même les importations de blé suffisent pas à compenser. Et donc, le gouvernement, un peu cyniquement, considérant que le peuple le plus agité, celui qu'il faut le plus calmer, c'est celui des grandes villes et notamment de Paris, bah, fait centraliser la bouffe dans les endroits où il y a le plus de risques, quitte à ce que les paysans crèvent, parce que les paysans, au pire, s'ils s'agitent, ils sont moins nombreux, quoi. Où ils Mhm. sont plus isolés. Donc il y a toutes ces divergences-là, mais aujourd'hui c'est un problème analytique qu'on peut retrouver par exemple dans la rhétorique autour des 1%. La Mhm. rhétorique autour des 1%, elle est très pratique aussi pour tout un tas de gens, y compris moi d'ailleurs, parce que moi clairement je suis pas issu du prolétariat, tu vois. Bon, aujourd'hui je suis chômeur, je gagne pas un rond, mais mes parents sont quand même pharmaciens. J'ai des grands-parents qui ont été profs, les autres étaient épiciers, mais enfin tu vois déjà quand tu es obligé de remonter aux grands-parents pour commencer à trouver des gens pauvres, bon, c'est que t'es pas à plaindre quoi. Et donc
Du coup, c'est vrai que moi, je suis pas sûr d'être légitime. Alors moi, oui, parce que je gagne pas un rond, mais en termes de capital et tout ça, c'est vrai que la rhétorique sur les 1%, elle est pratique, parce que finalement, ouais, même justement, un pharmacien, un avocat peut faire partie des petites gens, Mhm. euh, et les petites gens, ça peut monter très haut, en fait. Parce que je pense en termes de salaire, finalement, si tu n'exclus que les 1%, tu peux monter à un salaire très élevé. Mhm. Donc ça permet à beaucoup de gens de se sentir, de se donner bonne conscience aussi de ce point de vue-là, de ne pas trop réfléchir à leurs privilèges de classe et ainsi de suite. Mhm. Et là aussi, du coup, cette rhétorique sur le peuple, c'est une rhétorique à laquelle il faut penser parce que finalement, c'est là aussi, c'est même pas qu'une question de richesse d'ailleurs. Moi, je le dis, comme je dis, je gagne pas un rond et malgré tout, je considère que j'ai des capitaux familiaux, culturels et ainsi de suite, qui font que malgré tout, je me considère comme très privilégié Mhm. du point de vue de la société. Donc, c'est pas des trucs. Et ça, c'est aussi un problème qu'on peut retrouver dans une partie de nos mouvements, c'est que il y en a beaucoup justement qui vont avoir ces capitaux-là, mais qui vont essayer de les planquer pour se faire plus prolétaires que les prolétaires, d'une certaine manière, pour aussi justifier un petit peu leur radicalité, parce que bon, c'est aussi toujours un problème, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, les pauvres votent à droite, et de l'autre côté, bah, les classes moyennes, voire classes moyennes supérieures intellectuelles, vont voter à l'extrême gauche. Donc là aussi, c'est toujours un problème ensuite de justifier tout ça, de cumuler tout ça. Euh, tu peux être d'extrême gauche et puis bah, dans certains cas, ouais, tu fais dans le black box le lundi, puis le mardi, tu penses quand même à un voyage, à ce genre de choses, tu vois. Il y a toutes ces difficultés-là. Et je pense que c'est vrai que le côté, la rhétorique sur les 1%, ça fait aussi, c'est des trucs qui, si on caricature, c'est des trucs qui peuvent aussi donner bonne conscience à Johan Branco, quoi. Si je veux Oui, vraiment bien sûr. caricaturer très loin. Mais c'est ça, c'est ce côté-là. Enfin, c'est des rhétoriques qui permettent de faire disparaître toute nuance. Et je pense que le souci, c'est qu'on a besoin de ça. On a besoin de cette nuance-là. C'est ce que Oui, alors on a besoin de la nuance, mais tu vois bien que par exemple les 1%, en France, j'ai pas l'impression que ça prend tant que ça, mais genre chez les anglo-saxons, c'est énorme. Et tu vois bien aussi que ça permet de mobiliser dans le bon sens aussi, tu vois. Donc, Ouais, mais ça permet de mobiliser qui et pourquoi. C'est aussi les questions qu'il faut se poser. Parce que tu vois, si ça permet de mobiliser pour faire nuit debout, et honnêtement, Nuit debout, moi j'ai fait et à fond. Hein. Nuit debout Nantes, j'y suis resté jusqu'à assez longtemps. Hein. Même quand on était 15, il y a eu des moments où j'en étais. Mais malgré tout, bon, justement, je crois que j'ai croisé d'autres gens récemment qui étaient aussi dans ceux qui ont tenu jusque vers la fin de Nuit debout dans mon coin, et on était tout aussi désabusés sur ce qu'on avait fait finalement. C'est-à-dire que sur le moment, on avait l'impression de participer à quelque chose d'énorme, et de mobiliser, et de faire de nouvelles choses, et de mobiliser des gens qu'on n'avait jamais mobilisés, tout ça. Puis finalement, un an plus tard, c'était Macron qui était élu quand même. hmm. Voilà, c'est aussi, alors, c'est sûrement très désabusé le constat que je fais. Mais je crois qu'on a besoin quand même de garder cette lucidité si on veut trouver des moyens d'aller plus loin. Hmm. Parce que là aussi, c'est très facile du coup d'avoir des mouvements qui vont se faire phagocyter un petit peu, bah, justement par les gens. Alors je ne sais pas toi en termes social où tu te places, mais par des gens comme moi, c'est-à-dire des gens qui, tout en étant très défenseurs de ces idées-là, ont quand même un certain nombre de capitaux. Et ça peut te donner du coup après des dérives, c'est-à-dire, bah, je pense par exemple, tu vois, Daniel Mermet, qui d'un côté fait la plus grande émission de gauchistes sur France Inter, un truc culte pendant très longtemps, mais qui d'un autre côté mais maltraite le droit du travail comme c'est pas permis, quoi. Hmm. Ça peut te donner des trucs comme le média où on a vu les mêmes problèmes. Ça peut te donner des trucs comme Ruffin, qui bon a quand même de sacrés angles morts sur tout un tas de trucs. C'est-à-dire quand tu lui dis oui, vous avez publié une caricature un peu raciste quand même dans Fakir et un texte qui est vachement sexiste, ils vont te répondre ouais mais bon on en a déjà publié des comme ça donc on voit pas où est le problème.
Et je pense qu'on peut, comme ça, avec ces angles morts-là et ces simplifications-là, contribuer à créer ce genre de grandes figures hors sol, voire devenir ces grandes figures hors sol qu'on pensait combattre. Mhm. Et ça, enfin, on le voit, je vais pas faire de name dropping, mais si, en fait, Tatiana Ventose, par exemple, ce genre de truc-là, le fil d'actu et tout ça, bon, voilà, c'est des gens qui sont partis du parti de gauche, et puis qui, en voulant faire mieux que le parti de gauche, et en se disant on peut faire différemment, on peut faire mieux, et ainsi de suite, mais sans faire leur autocritique trop, on finit par dériver jusqu'à de l'extrême droite, en fait. Mhm. Donc, Et en partant en plus de cette logique de, en fait, faut pas faire du gauche-droite, c'est dépassé, faut faire du eux contre nous, les 1%, petits contre les etc., du grands, populisme voilà. de gauche, au final, il reste plus rien de gauche, quoi. Voilà. Enfin, il reste plus rien de gauche, si, éventuellement, il y a quand même il y a des points communs qui restent, mais oui, effectivement, ces gens t'abandonnent le truc gauche-droite parce que c'est dépassé, parce que c'est pas un bon symbole, et au final, ben, t'es plus vraiment de gauche en fait, juste tu t'ouvres à une C'est ça. porosité vis-à-vis de C'est trucs puants ça. quoi. Mais après, voilà, du coup, moi, je pense, enfin, je suis très attaché à cette idée de faire son autocritique assez régulièrement et d'être lucide sur nos failles. Parce que là aussi, si tu veux, moi, tu parlais tout à l'heure du CPE. Voilà, moi, mes premières manifs, c'était l'année avant le CPE, c'était la loi Fillon Mhm. à Limoges. Bon, j'ai fait ça. Le CPE, j'étais un peu plus distant, je pense. Mais ensuite, je suis reparti comme en 40 pour la LRU 2 années de suite, là, en 2007 jusqu'en 2009, genre à me lever à 5 heures du mat pour aller bloquer le rectorat et tout ça. Les retraites en 2010, pareil, j'ai bloqué certains ponts de Limoges à cette époque. Bon, la loi travail, n'en parlons pas, on pourrait revenir sur on vaut mieux que ça et ainsi de suite. Et là aussi, nuit debout et tout ça. Et au final, tout ça pourquoi? Bah, aujourd'hui, je vois 15 ans de manifs, de trucs comme ça, et j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu une seule victoire. CPE compris, parce qu'en fait, le CPE, déjà, à l'époque, c'était une victoire à la Pyrrhus, mais en plus, l'année suivante, finalement, c'est Sarkozy qui est élu. Mhm. Et donc, tout ce que le CPE représentait qui passe et qui est plébiscité. Donc, c'est vrai que moi, je me dis, si dans ce contexte-là, on ne fait pas régulièrement l'autocritique de nos méthodes et on n'essaie pas de prendre un peu de distance vis-à-vis de nos façons de faire, on n'est pas sorti, on n'est pas sorti des ronces, quoi. Ah ouais. Mais après le truc c'est que le problème concret qu'il va y avoir avec le fait d'avoir une distance critique et notamment sur ces points-là, c'est au bout d'un moment c'est hyper stérilisant quoi. C'est-à-dire que en fait, tu peux pas, tu peux jamais avoir le truc qu'il te faut, quoi. C'est-à-dire que tu sais, c'est comme au début du mouvement des Gilets jaunes, personne savait où se mettre, quoi. Oui, Tu vois, oui, oui, mais alors c'était là, à justement, gauche là, comme à droite, quoi. ouais. C'est Mais je veux dire, à un moment, quand tu passes ta vie à foncer dans le mur, ça peut être relativement judicieux de reculer pour voir s'il n'y a pas une porte à côté, quoi. Parce que sinon, effectivement, peut-être qu'un jour tu finiras par faire un trou dans le mur, mais enfin, tu vas te faire mal à la gueule avant, quoi. Donc, là, je crois que vu l'état en tout cas de nos mouvements et vu comme on répète régulièrement les mêmes erreurs, parce que par exemple, tu parles des gilets jaunes, c'est ça qui est intéressant, c'est que les gilets jaunes ont été très novateurs dans leur façon de faire au tout début. Et finalement, petit à petit, ils se sont d'une certaine manière institutionnalisés. Ils sont un petit peu routinisés sur un certain nombre de choses. Et finalement, ce qui reste aujourd'hui des gilets jaunes, se rapproche, à mon sens en tout cas, à mon impression, se rapproche pas mal des cortèges de tête qu'on avait déjà avant. ouais. Et ce qui a fait le côté un peu unique des Gilets jaunes au début, c'est justement qu'il y avait un truc complètement nouveau, c'est-à-dire des gars qui avaient jamais fait une manif et qui là se retrouvent sur les champs et puis en fait ils se rendent compte que les flics leur tapent dessus et du coup ils tapent en retour et tout ça. Alors que là aussi c'est ça qui était intéressant d'une certaine manière, c'est que c'était des amateurs de la révolution si on les oppose aux gens qui sont habitués des manifs et du coup qui savent quand il faut se barrer, qui savent ainsi de suite, qui savent faire leurs actions coup de poing, mais enfin coup de poing qui fait pas trop mal parce que ça serait bien quand même de rentrer chez soi le soir. Et là, on se retrouve face à des gens qui y vont en se disant on y va juste pour manifester, qui se font taper sur la gueule et qui du coup répondent parce que ça leur semble complètement ubuesque, qui connaissent pas ces codes-là. Et c'est ça qui a fait que les premières manifs des Gilets jaunes ont été complètement dingues d'une certaine manière. C'est que ils n'avaient pas encore les codes et du coup ils faisaient des trucs que jamais une manif normale n'aurait fait. Mais ensuite ils ont pris les habitudes
Ils ont vu aussi tous les pots qu'il y avait de cassés, quoi. Et c'est vrai que du coup, il y a ce genre de choses qui s'est passé. Après, je pense plus largement, moi, c'est surtout que ce qui me dépite beaucoup dans les mouvements, notamment, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire les mouvements étudiants, c'est cette impression que d'année en année, on repose les mêmes questions, on rapporte les mêmes réponses et on refait les mêmes erreurs. Et que à côté de ça, entre-temps, entre chaque mouvement, on n'a pas le temps de construire quoi que ce soit. Alors moi, je reste convaincu que là, ce dont on a besoin pour qu'un mouvement étudiant, par exemple, soit efficace, c'est de liens durables entre les étudiants, entre les enseignants, entre tout ça. Et je vais prendre un exemple qui, moi, m'a beaucoup parlé parce que ben, j'ai été en plein dedans, en fait. C'est en 2016, pendant la loi travail, où il y a tout un tas de collectifs qui sont nés, de mouvements et tout ça. Moi, à l'époque, j'étais doctorant. Mhm. Sous contrat. J'avais la chance d'avoir un bon contrat de ce point de vue-là et de pas être dans les pires précaires. J'avais la chance en plus d'être dans une fac qui globalement à l'époque payait presque dans les temps. Quand tu étais vacataire. C'est-à-dire que effectivement, j'ai été vacataire pour mes TD 2 années sur 3 années, et ben 2 années sur 3, il a fallu que j'aille demander mon salaire et je l'ai eu 3 mois après la date où j'aurais dû l'avoir. Mais ça, c'est une chance en fait par rapport à certaines universités où même un an après, t'es toujours pas payé. Donc il y avait des gros problèmes du point de vue des doctorants et de façon plus générale de tous les précaires de l'enseignement supérieur qui sont de plus en plus nombreux parce qu'on repose beaucoup sur des précaires là-dedans. Donc on avait à Nantes créé un collectif et il y avait un collectif plus large qui s'était créé et tout ça. Et le problème, c'est qu'à l'époque, on s'était rendu compte qu'il y avait déjà eu par le passé un autre collectif de précaires à Nantes et qui avait périclité très vite. Et nous, d'une certaine manière, on s'était dit, bah, nous, ce sera différent. Et en fait, ça l'a pas été du tout. Parce que le problème, c'est que les précaires, par définition, c'est des gens qui restent pas longtemps. Donc là, par exemple, dans le collectif, à l'époque déjà, il y en avait une bonne partie qui était en train de finir leur thèse. Et donc, un an ou deux après, finalement, bah, il y avait plus personne de ce groupe-là, du groupe d'origine, et il Ouais. y avait personne pour prendre la relève. Et à l'époque, moi, par exemple, j'avais essayé de dire, ouais, mais le truc, c'est qu'il faut qu'on réussisse à créer du lien, par exemple, avec les étudiants, à leur faire comprendre que nos conditions de travail, ça a un impact sur eux. Parce que le fait, par exemple, que j'ai pas été formé quand j'ai commencé à donner mes cours, bah, logiquement, ça a un impact sur mes étudiants. Le fait que j'ai pas forcément des consignes très rigoureuses sur comment je vais corriger les copies, ça a un impact. Le fait que certains de leurs profs sachent pas s'ils vont être payés à la fin de l'année, ça a un impact aussi sur la qualité de l'enseignement, et ainsi de suite. Et plus largement, nos conditions d'enseignement, de toute façon, enfin nos conditions de travail avaient un impact sur l'enseignement. Donc moi, ce que j'avais essayé d'expliquer aussi, c'est que peut-être qu'il fallait qu'on essaie aussi d'embrasser le point de vue des étudiants et de voir comment on pouvait trouver des passerelles pour créer ces liens-là et créer des liens aussi avec les enseignants-chercheurs et ainsi de suite. Et le problème, c'est que ces liens-là, ils sont très compliqués à créer aussi parce que des fois, ça implique de mettre de l'eau dans son vin. C'est-à-dire que par exemple, quand j'avais commencé à évoquer avec quelques collègues ou comme ça en passant, tu vois, le fait que bah, c'était un peu emmerdant que entre profs ou chargés de TD sur un même cours avec un même examen à la fin, on avait des consignes différentes où on pouvait, enfin, chacun faisait un peu ce qu'il voulait, ce qui fait que du coup, en termes d'équité selon les groupes, c'était pas super cool, quoi. Et là, tout de suite, c'est vrai que même des collègues doctorants qui étaient vraiment tout aussi précaires que moi et tout ça m'avaient dit oui, mais il faut qu'on garde notre liberté et tout ça. C'est-à-dire que la difficulté à faire des pas vers les intérêts des autres pour qu'on converge ensemble, c'était déjà assez compliqué. Et ce qui fait que très vite, bah, en fait, le truc a périclité, quoi. Mais alors justement, tu vois, est-ce que ce qui manque, enfin ce que tu décris là, en fait, ce qui manque, c'est pas juste que toutes les structures d'organisation collective et d'action collective ont été explosées Ouais, au cours de ces dernières années. Et alors, ça veut pas dire qu'effectivement, elles auraient, c'est aussi dû au fait qu'elles auraient dû peut-être se renouveler et changer un petit peu. Mais en fait, ce que tu décris là, en fait, c'est un manque de structure qui permet de faire le pont entre, alors bah là, les étudiants, les vacataires, etc. ouais, Mais entre, tu vois, là, ce qui nous manquerait, c'est peut-être justement, j'ai l'impression aussi que tous les mouvements, ils réinventent un peu la poudre à chaque fois c'est avec leur ça. spécificité. C'est un gros Ça, moi, j'ai problème. pas fait nuit debout à cause de ça, non pas parce que j'étais contre, mais parce que j'ai été des nuits debout à Lyon, et j'étais là, ouais, c'est cool, mais j'ai déjà vu le film. Genre, Ouais. je connais.
Voilà, alors que moi je le voyais vos la première commissions, tu fois et du vois. coup c'est pour ça que par contre, bah, les fois suivantes, je suis pas retourné à la séance, quoi. Mais oui, mais de la même manière que, bah, ouais, il y a des gens qui redécouvrent le syndicalisme sans appeler ça syndicalisme. Bon, Bah oui. après le souci, c'est que là aussi, bah, il y avait une vidéo d'Usul il y a quelque temps qui en parlait de la connotation, ne serait-ce que du concept de syndicat, qui fait qu'effectivement, on va peut-être être obligé, avant de revenir vers du syndicalisme, de recréer du lien par d'autres biais. Et c'est vrai que moi, je pense par exemple que avant même de s'organiser pour lutter sur des projets politiques, déjà lutter pour du quotidien, à l'échelle d'une promo de fac par exemple, s'entraider pour partager les cours, s'entraider pour éventuellement s'il y en a un qui est en super galère de loyer, tu vois, ou ce genre de trucs, c'est déjà des réseaux qu'il faut réussir à reconstruire, parce que moi un des mots qui me venait souvent des étudiants que j'avais en cours par exemple, c'est que bah, petit à petit, ouais, les liens entre étudiants même se distendaient, quoi. T'as ton groupe de potes, mais à l'échelle du promo, c'est déjà compliqué parce que t'en as certains qui vont faire, ouais, qui vont refuser de partager parce qu'après tout, il faut bien réussir. Tu vois, il y a cette culture aussi du chacun pour soi qui a beaucoup émergé et qui a fait beaucoup de mal, je crois. Mm. Il y a quelqu'un sur le chat qui dit oui, Nuit debout te parle peut-être pas, ça a permis à des gens de se politiser, faut pas faire les blasés non plus. Non mais justement, je fais pas le Oui. blasé, c'est pas au sens où c'est pas bien parce que ils l'ont fait. Au contraire, c'est génial. C'est juste que l'échelon qui manque, c'est comment on réunit les gens qui se politisent à Nuit debout avec genre, quelqu'un comme moi qui n'était manifestement pas le public concerné par le truc, et en fait tu laisses les gens faire, et comment on s'allie en fait après, et comment on allie, Et, c'est un truc et- et qui est un peu en comment on train de se passe à passer l'étape aussi. suivante surtout? Oui, comment on Comment passe on à l'étape passe à l'étape suivante. suivante? Comment on concrétise ça? Parce que c'était souvent ce qui pêchait en fait. Moi, je pense en tout cas avec Nuit debout Nantes dans mon ressenti, c'est que finalement, après les discussions, on avait du mal à partir sur du truc vraiment concret. Et quand on partait sur du truc vraiment concret, finalement, ça faisait triper que nous, quoi. Et justement, est-ce que le truc de l'action quotidienne, c'est pas aussi ça qui fait qu'il n'y a plus de projet global mobilisateur qui peut permettre de mettre ensemble le gilet jaune, Pour le aider les Extinction dirigeants Rébellion, d'aujourd'hui à interroger le monde tu vois, de et tous demain, ces il a gens-là, tu vois ce que tu interrogé dis, ceux qui on est feront tous chacun de demain notre et qui côté sont encore Ouais. jeunes à faire le aujourd'hui. truc, et il n'y a pas de... Après, je peux faire mon marxiste de base et dire ça s'appelle un parti, quoi. Mm. Mais bon, Mais justement, je pense je que le déjà, pense, si tu mais... veux, en fait, le problème qu'on a dans beaucoup de cas, par exemple, le syndicalisme étudiant, le problème, c'est que pour redonner envie aux étudiants de se syndiquer, il faudrait qu'ils sachent à quoi sert un syndicat. Mm. Or moi, c'est vrai que de mon temps en tant qu'étudiant, bon, le syndicat étudiant du moment, c'était pas un truc qui me faisait vachement rêver, quoi. Ouais, ils étaient cool pour organiser les manifs au début, enfin pour lancer les mouvements, mais très vite, en fait, on était même content de les laisser un peu sur la touche et de continuer entre non syndiqués, parce que bah, il y avait une défiance vis-à-vis de ça, puis que finalement, enfin, on savait que quand on avait besoin d'aide concrète pour un truc, c'était pas forcément là qu'on avait le réflexe d'aller chercher. Mm. Et je pense que c'est et encore à l'époque au moins, si tu veux, on savait qu'ils existaient. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est encore pire dans le sens où aujourd'hui, ou bien les syndicats n'existent plus, ou bien c'est la FAGE. Mais bon, la FAGE, comme disait un prof à Nantes, c'est le syndicat des organisateurs de tonus, quoi. C'est-à-dire, ouais, bon, c'est l'apolitisme porté au rang de politique, quoi. Donc là aussi, le souci, c'est ça, c'est comment recréer une structure vers laquelle taille aussi pour les problèmes du quotidien. Oui, c'est sûr. Bah, justement, là, c'est Face, aussi le face rôle des syndicats, pour le Comment, coup, de faire comment aussi lien, faire en quoi. sorte, par exemple, que de recréer ouais, des structures où vers lesquelles tu vas, même pour des trucs cons et pas nobles, du genre, bah ouais, la notation de mon partiel est foireuse, ou des trucs comme ça, quoi. Même pour des trucs aussi cons, parce qu'en fait, je pense que c'est à partir du moment où tu as de l'aide dans ces trucs du quotidien qui te pourrissent la vie au quotidien, que ensuite tu peux aussi avoir envie de t'engager dans plus vaste. Mhm. Ouais, mais là, c'est pour moi que justement, tu parlais de la vidéo d'Usul, mais même si tu regardes ce qui s'est passé après, ou quand tu vois le recompte du stream, Mm. tu vois comment dire, où en fait, la référence des gens qui étaient là, qui étaient pour certains d'ailleurs assez jeunes et n'avaient pas forcément fait de mouvement d'avant, viennent d'endroits où on n'est pas syndiqué, ce genre de choses, et où en fait, tout d'un coup, le syndicat, ça devient une référence
Ouais. presque folklorique, tu vois, c'est genre Martinez avec sa moustache et tout. Mais parce que si Mm. les gens voient peut-être que ah, mais en fait, ça sert à quelque chose. Ouais. Et autant d'un point de... et ça fait le lien entre des luttes à niveau national et à des luttes locales. Tu vois, genre, Mm. moi, là, par exemple, j'ai un collègue qui a été au Prud'homme, qui a jamais été syndiqué de sa vie. Ouais. Et ben, il a été voir la Cégette. Et ben là, maintenant, il sait à quoi ça sert. Là, Oui. maintenant, il sait Bah à oui. quoi ça sert. Mais c'est là, je pense que le travail se fait beaucoup plus d'ailleurs que médiatiquement, à mon avis. Je sais pas si le combat syndical et plus largement le combat politique peut se mener, par exemple, dans les grands médias. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'actions à faire à petite échelle. Et ça aussi, c'est un truc parce que je pense on manque beaucoup de liens. Et là aussi, je pense que par exemple, tu vois, c'est important. Un truc qui m'a frappé, par exemple, par rapport aux Gilets jaunes, c'est que pour la première fois, mes parents, qui sont pourtant des gens qui ont une bonne culture gauchiste à la base, hein, même si, bon, comme pas mal de gens avec l'âge et l'embourgeoisement, ils se sont quand même un peu calmés, mais enfin, ils vont quand même voter Méluche avec Mhm. conviction. Mais pour la première fois pendant les Gilets jaunes, ils ont pris conscience des violences policières. Tu vois, Comme beaucoup de gens, oui. Ouais, ouais. comme beaucoup de C'est gens. pas Et étonnant. Hein. pourquoi ils en ont pris conscience, je pense? Parce que beaucoup plus, ça touchait des gens auxquels ils pouvaient s'identifier. Mhm. Alors que, et moi, je le dis aussi, tu vois, parce que bah, tu as sûrement eu le même vécu si tu as fait des manifs à Limoges. Les manifs à Limoges, je pense que quand on manifeste à Limoges, les violences policières, ça paraît complètement improbable. Enfin, Ah je oui, sais pas enfin, toi. si Moi, j'ai vu, on en j'ai vu. signalait, on en avait, mais c'est absolument pas du même ordre d'idée. Nous, on était choqués par des gens, s'il y avait un lacrymo qui partait, on disait qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il dit c'est Mais des fous moi, furieux. à Limoges, j'ai jamais vu un lacrymo, si tu veux. Ouais. À Limoges, on jouait, enfin, j'avais même cette impression qu'on jouait à se faire peur d'une certaine manière, parce que par exemple, on pouvait se retrouver à bloquer le rectorat en étant en infériorité en nombre face au CRS, et malgré tout, bon, on jouait à se faire peur, à se dire ça se trouve ils vont charger et tout ça, mais Ouais, ouais. jamais ça nous est arrivé. Au contraire, on dessinait des bits dans la poussière sur leurs camions sous leurs yeux, ça les faisait marrer, tu vois. Ouais, ouais. Non, C'était arrivé on à a ce retourné le niveau-là. MEDEF, et personne s'est fait taper, quoi. C'est- Voilà, c'était et donc moi, ouais, la seule charge de flic que j'avais vue, je me souviens, c'était en 2004-2005, là, contre la loi Fillon, ma toute première manif. Ça s'était fini devant le rectorat de Limoges où tu avais 2 rangées de grilles et tu avais 3 ou 4 crétins qui avaient décelé la première rangée et qui s'étaient glissés entre les 2 et c'est à ce moment-là que les CRS sont arrivés et forcément les 4 qui étaient emprisonnés dans leurs 2 grilles, ils se sont fait choper mais Ouais. autrement voilà, et puis là, c'était vraiment qu'on allait chercher mais t'as d'autres manifs, on a fini dans la gare à Pour faire aider des les bastons de dirigeants boules de neige et d'aujourd'hui à certains interroger finissaient le par monde de monter demain dans et à des trains parce qu'ils interroger voulaient ceux qui monter à feront Paris demain et qui et on sont voyait pas encore un gouvernent flic. aujourd'hui. Mm. Donc moi, c'est vrai que quand on parlait de violence policière à l'époque, et c'était à l'époque où pourtant, tu vois, à Nantes, t'avais un gamin qui se faisait crever un œil par un LBD devant le rectorat, hein, donc Mm. c'était pas un truc qui n'existait pas. Mais moi, pour moi, ça, forcément que je n'y croyais pas quand on en parlait parce que je voyais le degré de liberté qu'on avait là, et voilà, ça ne me parlait pas. Et ma première manif à Nantes, j'ai vu ce que c'était que des violences policières, si tu veux. J'ai vu ce que c'était que des flics qui gazent des gens juste parce qu'ils défilent sans qu'ils aient rien fait, et ainsi de suite. Mm. Et là, forcément, ça change ton regard parce que le fait d'être exposé, ça change ta façon de voir. Sauf que là encore, par exemple, indirectement, mes parents continuent à voir ça comme ouais, mais c'est que tu devais être avec ceux qui étaient un peu trop agités, ou tu vois, ce genre de choses. Ouais, ouais. Et là, le fait de voir vraiment monsieur, madame, tout le monde qui se fait casser la gueule, voire pire encore, parce que les images, par exemple, hier des pompiers qui se font taper par les flics, ça, c'est des trucs forcément qui ont une portée symbolique pour le coup, qui va contre le pouvoir là. Parce que, enfin, il n'y a pas plus héroïque et porté au nu qu'un pompier. Et voir ça se faire casser la gueule par les flics, si tu veux, ça va totalement à l'encontre du récit qui est le récit habituel. Donc ça c'est intéressant. Mm. En plus, ce qui est intéressant, c'est que ça détricote tout, tu vois, genre, nous, sur les violences policières ou les abus policiers, tu vois, ben, genre, typiquement à Limoges, nous, on a quand même eu un camarade qui s'était fait accuser d'avoir frappé les flics, enfin, procès, Ouais. etc., pour un truc pacifique où les flics les ont dégagés en tirant Mm. les meufs par les cheveux, etc. Et en Ouais. fait, c'est en voyant ça enfin, en vivant ça, ou après, tu vas faire une cagnotte pour le copain et tu t'inquiètes de ouf, parce que tu dis, mais attendez, Ouais. ils vont pas le foutre en tôle alors qu'il a rien fait et tout. Et en fait, tu passes ta vie et tu t'épuises à faire ça. C'est là où tu te dis, ah, mais en fait, ils peuvent faire ça. Les flics, ils Ouais. peuvent faire ça. Et là, une fois que t'as dit ça, tu repenses à tous les trucs qu'on t'a dit sur la banlieue.
C'est ça. Où les gens te disent ah bah non mais attendez mais les flics avec nous ils font comme ça et tout et où ton premier réflexe ça va être de dire tu connais pas du tout ce qui s'y passe, tu te dis attends ça doit être plus compliqué que ça. Et une fois qu'en fait t'es dedans tu te rends compte et là j'ai l'impression que c'est à niveau national quoi, c'est tout le monde est en train de se dire ah mais en fait les flics ils font ça quoi, c'est-à-dire qu'ils font ça, ils peuvent faire ça et c'est des choses qui existent quoi. Ouais. Mais Et du parce coup, c'est qu'effectivement faut le voir et faut y être, faut lever, ouais, puis faut c'est, être enfin, touché quoi. faut le voir ou en tout cas, faut que ça soit vécu par quelqu'un à qui tu t'identifies. Tu vois, c'est pour ça que par exemple, la mort de Steve cet été à Nantes a eu cet impact-là. Parce que Steve, ça se voit, c'est un gars qui n'était pas du tout le blessé classique de la police, quoi. C'est un gars qui faisait dans l'associatif, mais qui avait l'air plutôt d'être enfin, pas du tout dans du militantisme radical. D'ailleurs, ça se voyait aussi avec ses potes qui voulaient surtout pas que ça soit récupéré par les mouvements les plus radicaux, qui voulaient vraiment garder quand même tout ça, et je pense que ça a beaucoup joué. Effectivement, comme quelqu'un le dit sur le chat, c'était un blanc, donc ça renforce encore. Mais c'est vrai que du coup, c'était quelqu'un, ça parlait forcément beaucoup plus. Et alors en plus, dans le cadre d'une fête, donc là aussi, ça rajoute tout ça, et c'est ce qui fait que très vite, la maire de Nantes est obligée de prendre parti, et ainsi de suite, ça, tout de suite, de condamner, et ainsi de suite. Mais finalement, est-ce que ça fait vraiment évoluer les choses pour autant sur le long terme? Je suis même pas sûr. Ouais, alors mais justement, tu vois, sur le fait d'être, en fait, faut être confronté. Ma caméra est floue, je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi. Je ne sais pas, la mise au point ne se fait plus. C'est terminé. Je serai flou de toi. Oui, en fait, moi, je sais que quand je dis justement on manque d'organisation collective, moi, je suis pas dans un parti ni rien, mais j'ai été par exemple pendant le CPE. Je sais plus si c'était avant ou après, mais je pense que j'y étais déjà avant. J'étais à la LCR. Ouais. Et en fait, c'est un truc tout bête, mais c'est dans des organisations, pas forcément des partis politiques, hein, mais dans des structures collectives où tu vas te confronter à ça. C'est-à-dire que moi, c'est là où j'ai vu justement, où on m'a mis en tant que petit mec de la campagne de Limousin dans la même orga que des gens de banlieue. Ouais. Qui sont tes camarades, du coup, et t'es censé lutter pour le même projet politique, et qui disent non mais attends mais mec tu te rends pas compte la banlieue c'est ça tu vois, c'est là aussi Mm. où genre en tant que petit mec de la campagne tu tombes sur les féministes radicales qui sont tes camarades aussi et qui vont te dire toi t'es un petit con tu sais et qui vont te dire bon alors là on a fait une réunion non mixte et toi t'es là mais comment Mm. qu'est-ce que c'est-à-dire on n'a pas le droit de venir, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille, Ouais. c'est complètement surréaliste et en fait heureusement que t'es avec tu vois justement t'as une structure pour te retrouver Ah avec des bah, gens avec lesquels t'as le totalement. même combat et où tu peux échanger en venant d'endroits en fait assez différents. En termes de cause, tu vois, tu as des gens qui venaient là pour des questions d'antiracisme, pour des questions de féminisme, pour etc. etc. Moi, les questions de transidentité, je les ai appris là-bas, Oui, oui, tout à fait. Mais tu vois. moi, de la manière que moi, ça, c'est des trucs, c'est plutôt par les réseaux sociaux, du coup, par Twitter, moi, que Mm. j'y étais beaucoup plus instruit là-dessus. Et je pense de ce point de vue-là que les réseaux sociaux, même s'il y a énormément de problèmes qui sont posés par ça, c'est un de leurs grands atouts quand même de faire rentrer. Enfin, Mm. ça, YouTube, ce genre de choses. Après, je pense qu'au-delà des organisations, c'est aussi la mixité sociale qui peut jouer sur ce genre de truc. C'est-à-dire Mais que quand tu te je prends cet retrouves, exemple-là, mais ça vaut pour les syndicats, ça vaut pour les mouvements sociaux aussi. ça peut valoir même pour l'école, en fait, Ouais, si l'école est, si l'associatif. tu tombes dans la bonne, en Ouais. fait. C'est aussi ça le truc. C'est qu'effectivement, moi, par exemple, j'ai ma petite enfance, je l'ai passée dans un village au fin fond de l'Aveyron. Du coup, ouais, des personnes racisées, j'avais jamais vu ça. Il paraît que du haut de mes 3 ans, quand je suis allé à Limoges pour la soutenance de thèse de ma mère, j'ai croisé peut-être la première personne noire de ma vie et du coup j'avais les yeux ronds, quoi. Et après, par contre, j'ai déménagé et là je me suis retrouvé dans une ville où il y avait une très très grosse communauté d'immigrés, de descendants d'immigrés marocains. Mm. Et du coup, dans mon école, c'est vrai que là, d'un coup, je me suis retrouvé à un endroit où mes meilleurs copains, il y en avait un, il s'appelait Ahmed, tu vois. Et du coup, c'est la première fois que j'ai entendu, par exemple, quelqu'un se faire traiter de sale arabe. Et là, je suis rentré le soir en disant à ma mère, mais je comprends pas du tout ce qui s'est passé là. Je comprends pas pourquoi on lui a dit ça et ainsi de Ouais. suite, parce que c'était des trucs, je n'en ai pas conscience. Et donc là, pour le coup, c'est vrai que par contre, je me dis que si j'avais continué dans mon village aveyronnais,
c'est des sujets dont j'aurais pris conscience que beaucoup, 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 beaucoup plus tard, tu vois. Hmm. Alors que forcément, me retrouvant en 2002, par exemple, pour Le Pen au deuxième tour, du haut de mes 12 ans, dans un collège où il y avait pas mal d'arabes, par exemple, bah ouais, forcément, ça a une autre tonalité que quand tu es dans le fin fond de ta Combrousse plus blanche que blanche, quoi. Et tu prends conscience du problème de façon différente. Donc, je pense que c'est là aussi qu'il est important d'entretenir un maximum de mixité. C'est pour ça que toutes ces histoires de cartes scolaires, de trucs comme ça, c'est des trucs super importants à réformer et à transformer. Et ça, c'est un souci, je pense, notamment parce que pour moi, l'université a été un moteur en termes de politisation. Et je pense que le souci, c'est que l'université reste encore trop un truc de gens blancs, par exemple, ça très clairement. Et il y a plein de gens blancs et souvent de catégories plutôt aisées, quoi. Alors par contre, l'université, c'est là où tu vas... Après, ça dépend des universités, bien sûr, mais c'est aussi là où tu vas voir des gens qui viennent de pays étrangers. Ouais, C'est-à-dire pas de gens issus de l'immigration, mais c'est aussi un truc... Et ça, c'est hyper important, aussi. Si tu vas jamais à l'université, tu peux ne ouais, jamais te confronter avec des gens qui ont le même statut social que toi, à peu près. C'est-à-dire qu'ils sont étudiants, en fait, mais ils viennent d'un pays qui a rien à voir. ouais. En plus d'avoir, du coup, les problèmes de résidents Mm, en France, quoi. ouais, ouais, ouais. Et puis enfin, moi je pense que c'est de toute façon, et là c'est un truc ça c'est évident que c'est un truc important, ce besoin de sortir de ton imaginaire, ou en tout cas de ton mode de pensée. Et ça, forcément, tu es obligé de te confronter à des choses différentes, des gens différents, et à faire là aussi une forme d'autocritique. Parce que là aussi, c'est clair que par exemple, moi, ouais, ma vision du féminisme en arrivant à la fac, c'était mon meilleur pote qui me disait ah, mais moi, je suis pas féministe, je suis humaniste, parce que féministe, ça veut dire qu'on veut que les femmes dominent les hommes. Bon, heureusement en fait que j'ai fini par entendre d'autres gens parler de ça, parce que sinon, je sais pas ce que je serais devenu, quoi. Ouais, ouais. Mais tu vois, justement, sur le fait de sortir de son imaginaire et de être confronté à d'autres imaginaires, tu vois, ça me fait penser à ça, parce que le truc de l'article de Fakir sur Aya Nakamura, tu Ouais, vois, je trouve que c'est typiquement ça, quoi. C'est vraiment genre, je suis sûr que à Fakir, ils se sont pas rendus compte oui, à quel point que c'était pas possible, ça. c'était extrêmement sexiste, que c'était extrêmement raciste, voilà. Puis même quand on leur fout le nez dedans, ils ne veulent pas le Ouais. reconnaître, et Alors, c'est je sais ça pas notre s'ils y problème. sont revenus depuis, mais j'espère, parce que honnêtement, moi j'ai vachement de sympathie pour Fakir. Et en plus, c'est horrible, mais je comprends de quel type d'imaginaire ça part, ce genre de conneries. Mm. Et en fait, c'est vraiment une histoire de. Ils comprennent pas, et c'est tant mieux. Franchement, moi je pense qu'ils valent mieux que ça, et que c'est tant mieux qu'ils se soient fait taper sur les doigts, quoi. Ouais. Et en plus, Et le t'as vraiment un problème, truc, c'est que c'est pas la première fois, si tu veux. c'est juste que c'est pas. Oui, c'est pas la première fois, et en plus, faut qu'ils comprennent à un moment donné que c'est pas parce que c'est pas leur imaginaire que c'est leur ennemi ou un truc comme ça. Parce que Oui. franchement, ils avaient besoin de faire quoi? Moi, je m'en fous de Aya Nakamura, je connais pas, tu vois. Et Mais ça, voilà, on s'en fout, tu quelqu'un, vois. Genre, ils aiment pas ça, et alors? il y a Barbure qui le dit sur le chat, Ruffin s'intéresse pas aux questions de féminisme et de racisme, ce qui est vrai, parce que déjà, il s'était fait prendre là-dessus par rapport à Adama. Déjà, il y avait eu d'autres problèmes comme ça, quoi. Il y avait eu Adama, il y avait eu la question aussi par rapport aux hôpitaux psychiatriques, il y a la surmédicalisation des maladies mentales, par exemple, le fait que, enfin ça, là, je suis pas rentré dans le détail, mais c'est quelque chose qui m'a parlé quand même, cette idée finalement que les personnes qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, c'est avant tout par rapport aux autres qu'il faut par rapport à la médicalisation qu'il faut les traiter. Et il n'y avait pas de remise en cause de la médicalisation du handicap mental. Hmm. Enfin, bon, c'est des questions en tout cas très vastes. Mais voilà, c'est des trucs qui se posent. Mais là, on parle de Fakir, mais il y a je crois en termes d'excès de ce genre, les pires pour ça, c'est la décroissance, par exemple. Ah ouais? La décroissance, où visiblement il y a des trucs transphobes de ouf. Enfin, Ah ouais? ah ouais, ouais, ouais. J'ai plusieurs personnes qui m'en ont parlé de ça en me disant, mais là-dedans, il y a des trucs qui étaient affreux, quoi. Il y a des articles sur, ouais, enfin, des trucs du genre la PMA, c'est la marchandisation des Ah, corps, d'accord, ouais, ok. enfin des trucs. Et puis sur la transphobie aussi, enfin parce que forcément, c'était un peu contre nature, des trucs comme ça, quoi. Il y avait ouais des caricatures notamment qui étaient vraiment sales. Et là aussi, absence de remise en question, parce que de toute façon, on est dans le camp C'est du ça bien, qui donc va on peut pas, pas en se fait. tromper. C'est ça qui va pas. C'est pas de commettre l'erreur de
d'avoir en fait des présupposés et un imaginaire. Et sur le chat, Fancywordy, tu dis que c'est pas une question d'imaginaire, c'est une question de déconstruction. La déconstruction, c'est lié aussi à l'imaginaire. C'est aussi changer ton imaginaire et en fait ce que tu vas faire de ce que tu vas considérer comme acquis. Tu vois, genre, les gens de Fakir, ils écoutent Naya Nakamura, ils trouvent que c'est juste affreux, et blablabla. Par contre, ça sera les premiers à gueuler au mépris de classe si on leur dit Johnny, c'est un truc de beauf, tu vois. Mm. Mais parce qu'ils partent pas du même endroit. Et tout comme tu vas avoir des gens qui sont très déconstruits sur des trucs et qui vont dire Johnny c'est un truc de beauf et les gens qui écoutent Johnny c'est des gros racistes quoi. Ouais. Mais tu vois, enfin c'est aussi important je pense cet aspect-là. Et par contre s'il n'y a pas de remise en question, une fois que tu t'es fait un petit peu, qu'on t'a un peu mis le nez dans la litière en te disant écoute ça c'est pas possible et on va t'expliquer pourquoi c'est pas possible. Là c'est un problème oui. Oui c'est clairement un problème. Là ça devient un truc que tu défends et pas un problème dans ta construction seulement de comment tu vois les choses, de qu'est-ce que tu penses être acceptable. Ouais. Et pour revenir à l'histoire, justement, pour moi, c'est là que l'histoire a eu un rôle important dans ma construction intellectuelle, en fait. Parce que quand tu veux étudier le passé, t'es obligé par moment de te foutre dans les pompes de gens dont tu ne partages pas du tout la pensée, dont tu ne partages pas du tout les idées, Ouais. et qui évoluent dans un univers mental totalement différent du tien. Parce que sinon, tu ne comprends pas. Et c'est ça le problème d'ailleurs, c'est que si tu analyses le passé avec uniquement tes propres catégories mentales, bah effectivement, tu peux très vite sombrer dans du guillemin où les méchants sont méchants parce qu'ils sont méchants et qu'ils se frottent les mains. Et en fait, bah, par exemple, pour comprendre les royalistes ultra-catholiques du 19e siècle, bah ouais, le problème c'est que ça implique de comprendre comment on devient royaliste, ce qui pour moi ne me parle pas du tout forcément, et combien on devient ultra-catholique, ce qui, moi qui suis un athée primaire de base, ne peut pas comprendre non plus. Et donc là, je suis obligé vraiment de sortir de ce que je connais et comprends, pour essayer de comprendre comment eux voient le monde, et ainsi de suite. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'embrasser leur croyance, ça, et c'est, en un sens, c'est là aussi que l'exercice est facile, plus facile avec ce genre de pensée-là, puisque c'est une pensée dans laquelle tu n'as aucun risque de sombrer, quoi, toi-même. Je veux dire, tu ne deviens pas royaliste parce que tu as lu un penseur du début du 19e. Donc ça va relativement bien. Bah, tu vois là il nous reste 4 minutes et Ouais. c'est con parce que enfin après au pire tu reviens quand tu veux parce qu'il y a par exemple il y a un truc moi que je m'étais noté et je voulais revenir avec toi parce que c'est aussi plus mes marottes mais dans tout ce que tu dis là moi j'ai vraiment des questions sur le rôle aussi de la fiction historique tu vois Mm. et au sens strict pas du roman national c'est-à-dire Ouais. vraiment au sens Oui, les fictions. les films etc parce que perso je pense que c'est un des meilleurs trucs pour te faire comprendre un point de vue qui n'est pas le tien. Mais c'est valable Oui. pour les jeux vidéo, etc. Prenez l'exemple un peu, justement, d'école un peu du film sur Hitler, là, la chute, c'est Ouais, ça. la chute, ouais. Et en fait, le principe du cinéma, justement, c'est de te faire sentir de l'empathie et d'essayer de te faire comprendre, mais juste même comme mécanisme narratif pour que tu sois dans le film, des Oui. personnages avec qui tu auras Oui, rien. Et je puis pense que c'est un rôle énorme. éventuellement, dans ce cas-là, par exemple, dans le cas de la chute, si tu es une personne en tout cas relativement sensée, te faire sentir un malaise à la fin, justement. Parce que tu as eu de l'empathie pour la personne envers qui il faut pas en avoir. Mmh. Et ça, c'est un truc qui est intéressant d'ailleurs avec une série qui a fait pas mal de polémiques là récemment, You, qui raconte l'histoire d'un gars qui est, enfin, déjà c'est un harceleur total, il voit une fille, il tombe amoureux et d'un coup il se met à l'espionner sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, il fait tout un tas de saloperies, il tue son mec, il tue sa meilleure pote parce qu'elle est trop envahissante, il finit par la tuer elle-même parce qu'à la fin elle s'est rendue compte de trop de trucs, et à chaque fois comme la série est vue de son point de vue, il passe son temps à se justifier. Ah, Ce ok. qui fait que, comme le gars est très sympathique en plus, tu peux facilement te dire, parce que tu vois, quand il tue son ex, bon, mais l'ex, c'est un gros connard, il l'aime pas vraiment de toute façon. Donc, tu peux finir par te dire, ouais, après tout, pourquoi pas. Et puis, sa meilleure pote, ouais, mais elle est un peu toxique, ainsi de suite. Et donc, finalement, le truc, c'est qu'il y a des gens, du coup, que ça a beaucoup choqué avec l'idée que, bah ouais, mais on excuse, sauf qu'en fait, on n'excuse pas. Puisque à partir du moment où tu as conscience qu'il tue des gens et que c'est pas bien,
tu ne l'excuses pas, mais tu te rends compte à quel point il est facile de se laisser embarquer dans des dynamiques mortifères ou affreuses, ou de devenir un connard tout en continuant à avoir un récit intérieur qui fait de toi le gentil. Et ça, Mhm. c'est l'histoire. C'est ça l'histoire finalement, c'est de comprendre que les mecs qui sont méchants Ouais. croient être gentils. Bah, c'est pour ça que ouais, voilà, bah, là on n'aura pas le temps, c'est dommage, mais justement ça c'est un truc que je trouve vraiment, enfin que la fiction arrive vraiment Ouais. à mieux faire que d'intellectualiser en disant bon attends je vais. La fiction ou les docus éventuellement, mais parce que dans le docu justement il y a Mm. un artifice. Alors avec le problème que par contre tu peux pas faire de la fiction même historique qui n'est pas orientée, qui n'est pas un Ouais. récit, Mais qui n'a pas de plus parti pris. largement même, il y a un genre d'ouvrage historique qui fait ça aussi, à mon sens, c'est la biographie. Ouais. Parce que quand tu écris la biographie de quelqu'un, même quand c'est un affreux, tu es obligé d'adopter d'une certaine manière son point de vue, ou en tout cas tu le suis de tellement près que tu as une forme d'empathie qui se crée, y compris s'il fait des horreurs et si tu es conscient qu'il fait des horreurs. Et ça te permet de comprendre comment on devient cet horrible, justement. Et ça, c'est important parce qu'en fait, moi, bah, j'ai vu des gens dans mon entourage devenir de vrais connards et ne pas en avoir conscience. Mhm. Parce qu'ils pensaient avoir de bonnes raisons de faire la merde qu'ils faisaient. Et si t'as pas moyen de leur faire comprendre dès le départ que non, là tu deviens un connard, bah, à la fin, ils seront persuadés que de toute façon, quiconque leur fait des reproches n'a pas compris, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important d'être conscient que les gens qui font de la merde ou qui deviennent affreux peuvent croire qu'ils sont les gentils, quoi. Personne se frotte les mains en se disant ah ah, je suis méchant et je vais dominer le monde. Il y a que dans certains films, mauvais en général. Ouais, ouais. Ou alors, où c'est vraiment. Ou alors pour rire, quoi. C'est-à-dire que Voilà, c'est genre, ça. c'est un cliché, c'est pas Voilà. une vraie caractérisation, c'est du cliché, quoi. Il est 22 heures, je pense qu'on va s'arrêter là, si ça te va. Moi, comme vous. Parce que moi, je dois rendre l'antenne parce que ma compagne va revenir, etc. Donc, il faudra elle puisse utiliser le salon. Mais par contre, quand tu veux, on refait ça. Et ben pourquoi pas Si on pour veut parler, parler de fiction historique, ben, moi justement. j'aurais bien aimé, donc si ça t'intéresse, moi j'avais plein de Ouais. questions là-dessus. Après on a dérivé et j'ai laissé faire parce que c'était intéressant et que ça m'intéressait d'en parler aussi. Mais tu vois, ça c'est un truc. Et en plus, c'est lié à des trucs que t'as dit. Du Ouais. coup, donc ça me conforte un peu Mais ça peut, ouais, ouais, on peut réfléchir à quelques exemples de fiction à traiter, ouais. Ouais, Pourquoi pas. carrément. Bah écoute, on discutera de ça. Les gens, je vais juste vous laisser je vais vous remettre le teaser. Ah, merci Fernal pour les bits. Merci à toi. Ah, ça veut dire que j'ai pas fait d'alerte pour les bits, tant pis. Non, les bits, les tiers, je sais pas, j'en sais rien. Et merci tous les gens qui l'ont fait pendant le live, qui sont abonnés, qui ont suivi. Merci à Estonie, du coup, Bah, de rien. d'avoir pris de son temps pour ça. Tu reviens quand tu veux. C'était super agréable à faire. Je vais vous repasser le teaser de la vidéo qui sort vendredi. Toi, t'as pas. Bon, elle vient de sortir ta vidéo, j'imagine que t'en as pas une. T'as rien à annoncer là en Alors, bah, auto-promo. s'il y a des Si? Nantais sur le chat, je fais une conférence vendredi soir dans un tout petit théâtre, donc allez voir sur Twitter, il y a les liens. Mais autrement, non, j'ai rien à annoncer dans l'immédiat. Ok, d'accord. Alors, je vais te recouper juste le temps du teaser et de mettre une petite musique. Et si tu veux débrief après ou un truc, Ouais, je suis là, c'est juste pour pas que t'aies le truc y a pas de souci. en même temps. Ben, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous mets le teaser et puis je vous remettrai une petite musique de fin si vous voulez bien. Très bonne soirée à toutes et à tous et merci beaucoup.